toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau numéro dont refait les médias. On est le 25 août 2025. C'est la grande rentrée de l'info et des stations radio. Vous l'avez certainement vu, vous avez dû retrouver des visages bien connus du petit écran et des ondes pour pouvoir parler un peu média, cette rentrée à la fois journalistique, mais aussi une rentrée très politique, hein, avec la prise de parole de François Bayrou. Donc on va essayer d'aborder pas mal de petits sujets qui ont pu avoir lieu ces derniers jours. Je vous fais un petit résumé quand même du sommaire. On retrouvera du coup cette rentrée radio et des chaînes info et de l'info de manière générale qu'on va pouvoir évoquer. Essayer de se faire déjà un peu même les pronostics, qui va de l'avant, qui va pouvoir un peu prendre une nouvelle place. On va parler un peu de Radio France, France Inter, ces nouveaux humoristes qui ont été présentés, cette nouvelle équipe, ces nouveaux visages, ces nouvelles voix, comment ils en sont arrivés là, comment est-ce que ça pourrait attirer un nouveau public, parce que il y a quand même un sujet France Inter de se dire qu'il y a pas mal de changements en cette rentrée. Est-ce qu'elle va euh, permettre de continuer à garder son leadership, à atteindre toujours des scores assez impressionnants? Donc ça, on en parlera un tout petit peu. On viendra aussi sur une autre actualité de ce week-end, ce journaliste du Monde, Olivier Perrou, qui a été recalé par LFI. Donc on va essayer de ne pas polémiquer dessus. Salut Samy, on va essayer de ne pas polémiquer dessus, mais on va essayer quand même d'avoir une analyse, de savoir ce que ça représente en termes de liberté de la presse. A-t-il raison, a-t-il tort? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... Voilà, on va parler aussi de la défense qu'il a pu avoir en direct sur TF1. Voilà, on va en parler un tout petit peu. On va évoquer aussi la version du C'est à vous de Mohamed Bouafsi sur France 5, ses nouveaux chroniqueurs, ses ambitions et ses projets. Donc ça aussi, ça va être une nouvelle partie qui va vachement nous intéresser. Je te parle tout de suite, mon cher Loco. On évoquera la petite nouvelle qui est sortie cet après-midi, l'arrivée de Magali Berda sur Sud Radio. Et enfin, les adieux d'Olivier Mine, donc à son jeu, tout le monde a son mot à dire, qui a eu lieu ce week-end. Et surtout, qu'on aura samedi soir dans Fort Boyard. Et on évoquera un peu Olivier Mine, ses projets, qui pour le remplacer, plein de possibilités comme ça. Donc il y a énormément de choses à faire, à réaliser, et ça pourrait être ultra intéressant à l'avenir. Donc voilà un peu le petit programme de notre soirée qu'on va faire ensemble, en live. N'hésitez pas à vous à poser des questions dans le chat. Moi, le week-end prochain, là, je vais être moins mobilisé parce que c'est l'anniversaire. Non, c'est le mariage de mon frère, dont je suis témoin. Donc là, même toute la semaine, je passe énormément de temps à commencer à préparer l'événement. Mais on essaie quand même de continuer à alimenter la chaîne TikTok, la chaîne Instagram, les lives, pour revenir un peu sur l'information et pour voir un peu ce qu'il en est. Donc voilà. Voilà un peu le petit programme. Voilà au moins où j'en suis. Et il y a un sale moucheron qui m'embête depuis tout à l'heure. Donc c'est assez relou. Mais bon, on fera avec, ça nous fera un viewer sans plus. Et j'ai un peu chaud, je vais juste mettre voilà, un peu de clim. Quand on est en live, on fait ça un peu à l'arrache quand on est ensemble. Alors, je vais déjà répondre aux petites questions que je viens de lire. Alors, Loco, tu veux dire que tu as ambition d'être futur journaliste. Quel conseil est-ce que tu veux que je te donne? Alors, moi, je suis obligé de te poser des questions. C'est un peu le problème des journalistes. Euh, Loco, déjà, quel âge as-tu? Quelle étude as-tu fait? Où est-ce que tu en es d'ailleurs par rapport aux études? Et voilà, quel est ton projet aussi en tant que futur journaliste? Dis-moi tout et après, si tu veux aussi du détail, tu peux venir me parler en message privé, bien sûr, resterai cadre complètement. Bonjour Nathan, je travaille pour quel média? Actuellement, Nathan, je ne travaille pas pour un média en particulier, donc je suis plutôt en indépendant. Je peux travailler en freelance, mais je suis principalement voilà, sur les réseaux sociaux et je suis aussi en recherche d'une autre rédaction. Mais là, je développe énormément de contenu sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram, avec toujours cette petite réflexion de se dire comment est-ce qu'on pourrait basculer les lives qu'on fait ici sur Twitch. J'ai passé une dizaine d'années au sein du média Pure Média, où j'ai pu traiter l'actualité des médias, et j'ai fait aussi de l'éducation média avec une association qui s'appelle Lumière sur l'info. Donc, j'ai, on va dire, un bagage, une expérience d'une dizaine d'années dans les médias, et c'est avec cette expérience et cette expertise que voilà, je propose ce type de live où on vient un peu décrypter, on revient ensemble, on débat, on s'écoute pour savoir ce qu'il en est. Tu as 20 ans dans un mois, tu rentres en troisième année
À Aix, ok, t'es plutôt bon en rédaction. Au final, je me sens plus proche du terrain. Bah, de toute façon, pour tous ceux qui veulent devenir journalistes, en effet, faut être en école. C'est un bac plus 5 en général. La majorité des écoles reconnues, c'est un bac plus 5. Il y en a une quinzaine aujourd'hui qui existent. Le mieux est toujours d'essayer de passer par celle-ci. Et ensuite, bah, d'essayer de nourrir aussi son propre petit jardin, son expertise, des domaines de prédilection, toujours être curieux de l'actualité. Moi, en conseil, en tant que jeune étudiant, c'est se tester à travers des stages, tester différents supports, télé, radio, presse écrite, web, dans différentes fonctions du journalisme, parce que le journalisme, c'est une palette qui est immense et sans fin, donc tu peux vraiment développer les uns après les autres. Donc il y a vraiment plein de choses, parce que entre le secrétaire rédaction, qui lui va s'intéresser à la structure du texte, le journaliste reporter d'image, qui est en fait le caméraman qui vient capter le son, euh, le journaliste de plateau, celui qui vient de faire l'explication, il y a énormément de manières de faire du journalisme, et le journaliste, c'est celui qui est à la fois témoin de l'information, témoin d'un événement, et aussi celui qui va la produire, réfléchir à comment est-ce qu'on produit pour pouvoir la vulgariser, pour que tout un chacun puisse être au courant. Et c'est vraiment important voilà, d'être dans cette position-là de déontologie journalistique. Pourquoi ça a capoté la fusion TF1-M6? Ah, Samy, oula, on pourrait en faire un sujet entier, Samy, on pourrait faire un sujet entier dessus sur la fusion TF1-M6. Je vais pas faire trop long, c'est pas le sujet de la soirée, mais en effet, la fusion TF1-M6, ça a capoté notamment en raison du refus de la part de l'autorité de la concurrence qui a estimé qu'une fusion entre TF1 et M6 pourrait créer un déséquilibre ultra important sur le marché publicitaire et financier. Donc c'est plutôt sur ce plan-là que ça a capoté. Et TF1 et M6 maintenant doivent attendre une dizaine d'années. Ils doivent attendre une dizaine d'années pour pouvoir se rééquilibrer. Tom, vous êtes journaliste média ou un passionné? Je suis journaliste média. Je suis journaliste tout court, donc je peux traiter de tous les sujets à partir du moment où j'ai pu les traiter, enquêter, m'informer dessus, les recouper. Mais pendant une dizaine d'années, j'étais à Pure Média. Donc forcément, mon cher Tom, j'ai un bagage culturel sur les médias qui est assez important, j'ai un bagage culturel sur le fonctionnement du journalisme qui est assez important, mais quand on travaille sur les médias, on est obligé de s'intéresser à l'actualité, toutes les informations, et c'est comme ça notamment, par exemple, là aujourd'hui j'ai suivi la conférence de presse de François Bayrou, et c'est aussi intéressant à travers le média de savoir comment tel ou tel média va pouvoir le traiter. Donc c'est vraiment de ce biais-là qu'on s'intéresse. Tout est à refaire pour la radio pour Marie. Ah, ça t'a pas plu du coup cette rentrée. Samy, tu me demandes pourquoi Hanouna n'a pas été sanctionné tout seul. Eh bien, tout simplement parce que l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ce qu'on appelle l'ARCOM, ne peut pas intervenir auprès d'un animateur en particulier, ne peut pas intervenir auprès d'une émission en particulier. L'ARCOM et le CSA à l'époque n'intervient qu'en fonction de l'éditeur, de la chaîne. Donc en gros, euh, c'est comme si en fait la vraie personne qui est responsable auprès du régulateur, c'est la chaîne, c'est l'éditeur. Et en gros, quand on met une mise en garde, une mise en demeure, on ne le fait pas à un animateur, on ne le fait pas à un journaliste, on le fait directement à la chaîne. C'est à la chaîne, c'est la chaîne qui a signé un contrat et un cahier des charges avec l'ARCOM. En gros, c'est une sorte de grand règlement où ils sont mis d'accord sur des règles à tenir à l'antenne. Et si la chaîne, à cause de l'un des animateurs, bah, déroge à ces règles, bah, elle peut se faire punir. Et donc C8 aurait dû intervenir auprès de Cyril Hanouna, mais l'ARCOM ne peut jamais intervenir auprès de Cyril Hanouna, si c'était ça la question. Alors Marie, tu me dis que tu es en radio, ce n'est pas que ça ne t'a pas plu, mais que ça fait des années qu'ils ne prennent pas de risques et toute radio confondue. Eh ben Marie, je suis assez d'accord avec toi et ça me permet de faire un premier, un- une bonne transition pour le premier sujet que l'on va aborder. Euh, oui, les médias prennent très peu de risques aujourd'hui. Les médias prennent beaucoup moins de risques qu'à l'époque, tout simplement parce que les finances sont moins fortes qu'il y a 20, 30 ans. Les médias sont aujourd'hui détenus par des milliardaires qui ne sont pas là pour créer un business, mais avant tout pour aussi avoir une place sur le marché médiatique. Et donc on trouve ça à la télévision, mais aussi à la radio. Et donc si on veut vouloir faire de l'audience, vouloir être encore compétitif, on va dire que l'audace, c'est plutôt pour le challenger. Et donc pour une radio qui est présente, qui veut faire de l'audience, son réel projet, ça va être de conserver en fait une ossature sérieuse. Et c'est la raison pour laquelle on trouve souvent les mêmes voix, les mêmes visages,
qui changent de chaîne en chaîne. Et c'est très rare, ça peut toujours exister, et ça existe, qu'on mise sur quelqu'un qui n'est pas connu du grand public. Et donc, voilà, souvent, ça va se tâtonner, et c'est plutôt le challenger qui va mettre en avant des nouveaux visages, et ensuite, au-dessus, les plus gros médias, les mastodontes, qui vont se dire, ah bah, le challenger, il a un peu comme au football, il a un joueur qui se démarque, on le recrute. Mais avant, ils vont pas oser. Merci, Samy. Pascal Tordupin est sur RMC, elle est en embrouille avec Hanouna. Non, non, bah, Hanouna, mon cher Auvergnat, Hanouna a préféré du coup la mettre du coup de côté. Il n'a pas pris toute son équipe de TPMP et actuellement elle est sur RMC. Quelle est ma radio préférée? Ah, ma radio préférée. Alors moi j'ai longtemps écouté la matinale de RTL. Voilà, typiquement la matinale de RTL, c'est une station que j'ai pas mal écoutée. À l'époque, j'écoutais aussi beaucoup Europe 1. Après, France Inter, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et en vrai, on va dire mon côté un peu boomer. Je suis jeune, hein. J'ai 30 ans, hein. Mais des fois, je m'écoute Chant de France quand je suis en voiture et que je conduis et je me dis, tu sais quoi, je vais pas. Eh, on met de côté l'information, on s'écoute de la vieille musique ringarde, ça fait toujours plaisir. Alors, bah, merci, merci Marie. J'en pense quoi, Anne-Sophie Lapix Alors, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Je vais être assez honnête. Il y a des choses que j'ai écoutées, des choses que j'ai pas écoutées. Et un programme en particulier à la radio. Oula. Non, j'ai pas de programme en particulier. En fait, c'est plutôt les tranches. Alors, moi, la matinale, j'aime beaucoup du coup quand c'est de l'humour, notamment Philippe Cavrivière que j'adore et qui me fait mourir de rire. Mais après, on va dire c'est très large, c'est très large les possibilités. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qui sont plaisantes. En radio, aujourd'hui, je vais écouter pas mal le replay de Nova et la dernière, ils me font pas mal marrer, la bande de Meurice. C'est Sarkozy qui a été la cause de l'éviction de PPDA. Il y a eu plein de sujets sur PPDA, mais là, oh là, Samy, tu me poses des questions des années 2000, là, hein. Beaucoup de questions des années 2000. Euh, Là, ce dont on va parler maintenant, c'est cette rentrée là qu'on a pu avoir avec ces nouvelles chaînes d'information, la nouvelle manière vraiment d'avoir un habillage, notamment sur BFM TV, qui a besoin de se relancer en voyant LCI qui grimpe, LCI qui prend la place, LCI qui vraiment qui déroge, et en même temps, bah, CNews qui s'assume en tant que leader de l'information aujourd'hui. Donc c'est assez perturbant. Là en fond, derrière moi, je me suis mis CNews. Donc il y a actuellement Pascal Pro qui reçoit l'une des journalistes de CNews dont le petit copain, le compagnon, s'est fait agresser vendredi dernier. Et voilà, là on est typiquement sur un récit très CNewsien, sur la ligne éditoriale de CNews, le fait divers et des affaires comme ça. Donc voilà, elle est sur le plateau, elle est venue témoigner et c'est le genre de choses qui bougent. Alors, ouais, moi j'ai mis Julien Arnaud ici parce que je l'ai vu dans sa tranche. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je trouve qu'il fait plutôt quali, il fait très sérieux. On va dire que on est très loin de la patte Pascal Pro, hein, évidemment, avec Julien Arnaud. On est quelque chose de plutôt carré. Et donc je trouve qu'il correspond plutôt à l'ADN de BFM TV. Euh, j'ai regardé aussi évidemment Pascal Pro, vous en doutez. Euh, donc, euh, donc forcément, Pascal Pro est revenu dans un style classique à la Pascal Pro, avec beaucoup d'informations très aléatoires, notamment sur l'immigration, par exemple. Il y a eu énormément de chiffres qui ont été donnés euh, et qui sont à côté de la plaque. Avec un moment assez lunaire où Pascal Pro dit par exemple, euh, pour la dette, il faudrait stopper l'immigration. Et il y a un gars en plateau hein, qui lui dit, mais c'est quoi le rapport? Et lui dit, le symbole. Donc on voit quand même que Pascal est revenu, il est tout bronzé avec son beau costard blanc, mais sa ligne est toujours identique. Et notamment, il y a cette séquence où il fait une comparaison entre Emmanuel Macron et tous les autres présidents et tous les chefs d'État de toutes les époques, en estimant qu'Emmanuel Macron a le pire bilan pour un chef de nation depuis Clovis. Je me suis dit, le gars est toujours dans l'extrême, est toujours dans l'overdose, donc ça fait toujours beaucoup. Je viens de voir que. Alors, de qui tu parles, Auvergnat? Le nouvel habillage de BFM TV, ouais, est très très chouette. Je trouve Elliot Deval très bon à l'heure des pros. Ok.
Salut Kenza! Karim Zeribi. Ah oui, oui, ça fait un moment que je viens de voir que ça fait un moment qu'il n'est plus sur CNews, mon cher Auvergnat, qu'il a bougé. Ce que j'ai pu suivre aussi, c'est du coup la matinale de France Inter, les premiers pas de Benjamin Duhamel. Plutôt correct, hein, plutôt bon, moi je trouve plutôt à l'aise. J'ai pu voir également du coup la première chronique de Bertrand Chameroy, on en parlera aussi un peu tout à l'heure. Donc voilà, les radios ont fait leur début, on n'aura pas de bilan, clairement, on n'aura pas de bilan, je trouve, avant 2 3 mois pour nos amis des radios. Ouais, toi aussi tu as trouvé pas mal, Kenza. Bah ouais, je trouve ils sont plutôt bien sortis, et, c'est plutôt intéressant. On n'a pas de bilan, par contre, dès demain, et je pense qu'il y aura une vidéo consacrée là-dessus, hein, on verra un peu quelle chaîne d'information s'est détachée un peu du lot. On verra quelle chaîne d'information qui de CNews, BFM, LCI ou nos confrères de France Info ont réussi un peu à se détacher, à avoir une certaine progression en cette rentrée. C'est vraiment eux, c'est leur rentrée de l'info. Je pense grosso modo, on devrait avoir un CNews qui est plutôt fort. Après, BFM TV, salut Pierre. BFM TV devrait avoir aussi BFM TV devrait avoir un petit pic quand même, que ce soit avec leur rentrée, les nouveaux visages, et surtout le fait que François Bayrou ait pris la parole. Mais LCI pourrait aussi venir perturber un peu toute cette ambiance-là, et ça va être assez intéressant à voir. Donc demain, 11 heures, on a les audiences des chaînes d'information, et ces chaînes d'information-là, ça nous permet déjà de se dire, premier jour, qui s'impose. Genre, journée politique, François Bayrou annonce que le 8 septembre, il remet en question son CDD. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Moi, déçu que Monsieur Zerebi va où? Bah, on sait pas, Nona, on sait pas. C'est relou, les radios, leur système de comptage d'audience. Ouais, bah ouais, je sais, Kenza, mais comme le système est vraiment trop compliqué par rapport au système de télé, c'est un peu particulier. Salut Tal. Ouais, alors, LCI a fait un vrai carton cet été. On va dire que c'est les grands gagnants quand même de ce changement de numérotation. Parce que je pense que beaucoup de gens, et une preuve que la numérotation a un impact, surtout que je pense que les télécommandes, on a les numéros, il y en a de moins en moins, il y en a beaucoup qui ont juste je ne l'ai pas ici, mais les télécommandes des box où on doit monter, descendre, et avant, il fallait monter jusqu'à la 26. Là, la 15, c'est facile. La 15 qui est en plus un bon réflexe qu'avaient les gens auparavant pour BFM TV. Donc, atteindre la 15, c'est pas le plus difficile pour le public de LCI. Donc ça, c'est vraiment un avantage de récupérer le canal 15. Et en plus, je pense le positionnement et la stratégie a été vraiment, vraiment, vraiment utile. Après, faut aussi souligner voilà, un petit événement qu'il y a eu ce matin, qui était assez drôle pour ceux qui ont regardé la rentrée de Bonjour, donc sur TF1. On verra aussi en cette rentrée hein, qui de Télématin ou Bonjour a pris un peu une tendance, un pris une tendance. Bah, Bonjour, ils ont subi une coupure d'électricité. C'est-à-dire que Bruce Toussaint, il s'est retrouvé dans le noir. C'était en plein milieu d'une interview du ministre du Commerce extérieur. Et autant vous dire que bah, ça a foutu mal. Donc c'est assez intéressant de voir. Est-ce qu'il y a une fuite? Je vous montrerai la courbe. Mais on verra s'il y a une fuite des téléspectateurs parce que pendant un quart d'heure, ils n'ont pas eu d'antenne. Donc c'est un peu une rentrée avortée. Ça va être difficile d'estimer. Et sur LCI, ils ont connu pareil. Sauf qu'ils ont réussi un peu à bricoler pour avoir une petite lumière. Et donc pour Jean-Baptiste Boursier, ça a été moins difficile, vraiment moins difficile avec cette panne d'électricité. Forcément, il fallait que ça arrive. Alors, est-ce que c'est les gens de Télématin qui sont venus couper? Est-ce que... voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vous l'avez dû le voir. La 15, c'est une folie en vrai de récupérer cette case. Ouais, complètement Kenza. Bah, faut se rappeler quand même que, à l'époque, un certain Hervé Bérou, qui est aujourd'hui à la tête de la formation du groupe M6, Hervé Bérou, ancien big boss à BFM et RMC, avait tout fait pour que jamais il y ait un regroupement des chaînes. Parce que BFM TV était conscient quand même de la qualité de ses concurrents, et était conscient de se dire, bah, si on rassemble toutes les chaînes, pour eux, c'est une grande chance d'avoir une perte d'audience. Et bon, pour LCI, qui est arrivé avec la marque qui est connue quand même du grand public depuis longtemps, être collé à ces news, pouvoir montrer leur puissance, leur puissance de frappe, c'est que gagnant-gagnant. Donc vraiment, bien joué à LCI. Maintenant, on verra avec la grille quand même qui est très intéressante de BFM TV, ce qu'il en sortira avec cette journée politique, cette rentrée. Est-ce que ça a été un appel d'offres intéressant? Ça va être chouette à voir et je pense demain à 11 heures, on va
très très intéressé. Gros bug pour TF1 que la rentrée démarre mal à cause de la panne d'électricité. Mais il est possible, il y a des gens qui attendent. C'est-à-dire que maintenant on devient tellement fidèle à une tranche d'infos, à une émission d'information, que des gens peuvent être restés, hein. Oui, le pôle info, c'est clairement pour faire mal à BFM. Tout à fait, Kenza. Et on verra. On verra ce qu'il en est, comment ils ont résisté, est-ce qu'ils vont pouvoir un peu essayer de recoller CNews. En tout cas, CNews a fait une rentrée conséquente, hein, du grand Pascal Pro, il a réussi à marquer le coup. Morandini aussi, Jean-Marc Morandini, ils sont venus casser le cordon sanitaire historique depuis 2016, qui faisait que Jean-Marc Morandini n'avait pas le droit, hein. À l'époque, il s'était mis d'accord avec les derniers journalistes qui n'avaient pas quitté iTélé, que Jean-Marc Morandini ne tourne pas les émissions, c'est son studio, au sein des studios de CNews. Et ben en fait, ils en ont mis fin à cette rentrée. Jean-Marc Morandini était sur le même plateau que celui de Pascal Pro. Et donc, voilà, fin de ce cordon sanitaire. Jean-Marc Morandini est de retour dans les studios, même si on me disait que son émission est produite en externe, c'est-à-dire que CNews paye pour que Morandini soit à l'antenne, un peu le même format que David Pujadas peut avoir avec sa propre émission sur LCI. Ce qui fait que voilà, c'est une grosse entrée. Donc on verra demain. Est-ce que Morandini aussi a fonctionné? Est-ce que ça a porté le fait d'avoir un studio commun avec les autres? Même si les règles n'ont pas changé pour Jean-Marc Morandini, qui fait que s'il y a des mineurs, ils ne peuvent pas être dans le même étage et croiser Jean-Marc Morandini. Nathan, tu me dis, TF1 à la coupure ce matin, ils ont juste lancé la pub et c'était genre un disque ou c'était genre un disque secours. Alors ils n'ont pas lancé la pub, ils ont lancé des bandes annonces. Il y a eu des bandes annonces d'émissions qui ont diffusé. Il y a eu une petite pub et ensuite, dès qu'ils ont pu focaliser la chose, ils ont pu relancer. Je crois que c'était un peu avant 8 heures. Bonjour et revenu. Ça a duré un quart d'heure, vraiment un quart d'heure à l'antenne. Pour Abello à BFM TV, ça fait très LCI, je trouve. Ouais, ouais. Alors, qui a copié qui, hein? C'est toujours ça la question. AG62. euh, L'ancien studio de Non-Stop People. Bah non, c'est plus dans l'ancien studio de Non-Stop People, Samy. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Alors, Kenza, il y a quelque chose qui justifie la levée de l'interdiction de Jean-Marc. Alors, moi, je ne sais pas. Peut-être que le... ce qui avait été signé avec les journalistes télé, les promesses de l'époque, ils se sont dit, bah, c'est arrivé à la fin. Déjà, il n'y en a quasiment plus. Les deux derniers journalistes de l'époque iTélé, c'est Pascal Pro et Laurence Ferrari, et peut-être Julien Pasquet, je crois. Ça va être les trois derniers visages qui étaient sur iTélé et qui sont encore sur CNews. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas fait de levée bouclier pour empêcher l'arrivée de Jean-Marc Morandini, qui correspond vraiment. Voilà, aujourd'hui, eux c'est ce qu'ils disent. On est une grande famille et Jean-Marc Morandini, ils sont alliés avec lui. Donc, je pense que personne va être outré là-bas et que même si ça grince pour les petites mains, bah, les petites mains, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir. Bonsoir, quand est-ce que les chaînes RMC changent de nom? Bah, elles sont pas censées changer de nom, Steph. Sissia, Morandini, 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour corruption de mineurs. Tout à fait, Jean-Marc Morandini a été condamné et à ce stade, je crois qu'il a fait appel, mais pas un appel, il a fait appel à une cour, la cour européenne, je crois. Donc ça fait loin. Depuis qu'Etélé a changé à l'époque et devenu CNews. Oui, Samy, c'est ouais, ce que je viens de dire. Même chanter sur BFM, je suis étonné. Bah, j'ai pas suivi Nona. Je suis vraiment désolé, j'ai pas suivi. Donc, qui seront les grands gagnants, je pense, dans ce mois de septembre? Honnêtement, déjà sur l'info, CNews, LCI, ça devrait être vraiment pas mal. Est-ce que BFM, ça c'est la grande interrogation vers un BFM. TF1, le fait d'avoir mis un retour de Gilles Boulot dès ce soir, c'est très très malin. Du coup, on a eu vraiment Jordan Bardella, Olivier Faure sur le plateau. Là où Léa Salamé aura déjà une semaine de retard aux 20 h de France 2. Donc ce choix, il est un peu particulier. Et en fait, pour TF1, c'est très malin d'avoir débuté aussitôt. Pareil pour Xavier Desmoulins, hein, qui est sur Xavier Desmoulins, qui est sur M6. On a déjà une certaine je viens de lire ton truc, une certaine dynamique. Dominique Tenza était plutôt bon ce matin aussi. Oui, bah Dominique Tenza, il fait le travail. Alors, j'ai pas pu voir toutes les matinales, donc je n'ai pas vu
la matinale de Dominique Tenza, mais je vais essayer de rattraper ça. Cette semaine, je vais essayer de regarder pas mal de choses différentes pour pouvoir commencer à se faire un avis et voir un peu ce qu'il en est. Mais ça m'étonne pas. Et on verra demain. De toute façon, je pense je vous ferai une très très grosse vidéo qui va s'intéresser un peu tranche par tranche, qui sont les gagnants, comment ça va se dérouler tout ça. Et ça sera plutôt intéressant de voir qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Même si je pense que ces news dans cette journée politique va prendre de l'ampleur. Voilà, un Pascal Pro, c'est un appel d'offres assez conséquent, et on verra aussi avec les autres tranches et de quelle manière essayer à tirer son épingle du jeu. Donc ça va être très très intéressant à suivre. On va passer au deuxième. Salut Maëlo. On va passer au deuxième sujet. Les humoristes de la matinale de France Inter. Déjà un petit point sur France Inter qui a débuté, et tout Radio France a débuté cette rentrée, bah, sous le signe de la grève. Et est-ce que c'est pas si français ça? It's so French. En effet, c'est très français de débuter sous une grève. Donc oui, les syndicats, l'intersyndical, les 6 syndicats de Radio France ont annoncé une grève illimitée à partir de ce lundi aujourd'hui. Pourquoi? Déjà pour les économies réclamées par la direction, parce qu'ils s'inquiètent de l'avenir du reportage et de l'investigation sur leurs antennes, parce qu'ils s'interrogent aussi sur le futur, la positionnement du réseau d'ici, vous savez, l'ex-France Bleu, comment il va se faire avaler par France Bleu, qui est déjà en fait un prémisse de la grande fusion Radio France, France Télévisions, dont le projet de loi doit arriver bientôt. Même si le 8 septembre, on fait tomber le gouvernement, et bah si il tombe, va falloir commencer à zéro. Hein. Il ne manquerait plus qu'il y ait dissolution et c'est finito. Et on repart dans un nouveau cycle. Donc, grosso modo, France Inter était un peu en panique. Benjamin Duhamel s'est dit, est-ce que je vais recevoir François Hollande ou pas? Est-ce que Hollande, il va venir en scooter avec ses croissants? Et on lui dit que c'est fini, il faut faire demi-tour. Donc, ça va être un peu difficile. Vraiment, un peu difficile. Finalement, pas mal de tranches ont été perturbées. La vidéo n'a pas fonctionné dans la matinale. En revanche, Benjamin Duhamel a pu faire ses interviews correctement, que ce soit Amélie Nothomb à 7h50 ou François Hollande à 8h20. Et dans cette matinale de France Inter, on peut compter aussi l'arrivée de plein de nouveaux humoristes, donc notamment Marie Saint-Filtre, hein, que vous avez pu voir ici, dont j'ai pu écouter la chronique que j'ai trouvée moyenne, pas drôle, pas drôle, ça c'est sûr, mais moyenne, si voilà, on va dire un peu de poésie, mais c'est un peu plan-plan. Elle rejoint du coup l'équipe de Sophia Aram, François Morel, David Castello-Lopez, Quentin Mosiman, qui vient faire ce qu'il fait sur TikTok. Pour ceux qui ont déjà vu les formats de Quentin Mosiman sur TikTok, il va les faire le mercredi dans la matinale, faire des mélanges de musique un peu sur l'actu. On a pu entendre aussi la première de Bertrand Chameroy, que j'ai trouvé bien mieux, bien meilleure, d'ailleurs que celle de Marie Saint-Filtre. Et ça annonce voilà un style assez atypique. Et voilà, moi je suis plutôt client de Bertrand Chameroy et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc voilà. Et on a le retour de certains humoristes. On a aujourd'hui une trentaine d'humoristes qu'il y a sur France Inter. Mais voilà, on est plus sur les humoristes clairement de gauche. On est sur des humoristes très divers. Parce que voilà, Marie Saint-Filtre aujourd'hui ne se situe pas à gauche. Sophia Aram non plus. Donc voilà, vraiment, on est sur une évolution aussi du style de France Inter. Et on verra comment le public va le recevoir. Je lis vos commentaires. Duhamel, j'ai trouvé pas mal pour la première sur Inter. Je suis assez d'accord avec toi, bah, Belly Foot. J'ai trouvé aussi. Et c'est pas étonnant parce que je pense qu'il est bon. Je pense vraiment qu'il est bon. Et, euh, et va très vite s'en rendre compte. On va très vite s'en rendre compte qu'il est bon. Salut le ciel. Oh, j'arrive pas à l'avoir cette foutue mouche. Un service public sans grève n'est pas un bon service public, exactement, Brice. Ouais, ça va. Oui, BFM TV a évolué. Pour le coup, depuis la fin de la bande à Charline, les humoristes de France Inter, je trouve ça un peu bof. Tu me dis LFI, mot aglo. Ah ouais, c'est toute une région là, de la fenêtre LFI. Oui, l'humour a complètement changé. Notre chère Charline Vanhoenacker est toujours à l'antenne, hein, est toujours présente. Mais par contre, voilà, l'humour a évolué. Je crois aussi, il y a Mao Drama qui est dans l'émission Zoom Zoom Zen, qui vient remplacer aussi il y a une autre humoriste
Lise Perriot ou Perrault, je ne sais plus comment c'est, qui vient du coup remplacer Benjamin Tranier. Voilà, donc il y a quelques évolutions sur la tranche Les Grilles de France Inter, mais voilà, la grosse annonce c'est Marie Saint-Filtre, hein, qui a fait énormément parler d'elle et couler d'encre sur son antenne, et donc voilà. Pandora, peut-être un peu de pluralisme sur France Inter et moins de bien-pensance. Ah, bon. Mais c'est toujours marrant, hein, cette critique du service public en théâtre de France Inter. Je te dirais pas, je pense France Culture, et encore France Culture a eu longtemps Alain Finkielkraut à l'antenne. Mais, euh, mais on va dire que je trouve les journalistes, les tranches, ça a toujours eu, il y a toujours eu plutôt un pluralisme. Que ce soit du côté des humoristes, je te rejoins plutôt, oui, les humoristes ont toujours été plutôt à gauche. De manière générale, les humoristes sont plutôt à gauche. En revanche, je trouve que dans l'approche des journalistes et des émissions, c'est très divers, je trouve, sur France Inter, et on le voit, et j'ai déjà expliqué à moult et moult reprises. Euh, mais voilà, on voit clairement que, de toute façon, l'objectif de la patronne de France Inter, Adèle Von Rett, c'est d'avoir un service public le plus divers possible, le plus pluraliste possible. Et on voit clairement qu'elle, de toute façon, c'est pas une gaucho, hein. Elle est en couple avec Raphaël Enthoven, et Raphaël Enthoven, voilà, complètement, s'assume complètement aujourd'hui opposé, par exemple, au NFP. Donc c'est particulier. Mais elles sont pas drôles. Alors voilà, on va dire que l'humour est relatif, mon cher Pandora, et je te rejoins là-dessus. Marie Saint-Filtre ne me fait pas rire, Sophia Aram ne me fait pas rire, François Morel, je trouve qu'il a une plume qui peut me faire rire, Chameroy me fait marrer, David Cassel-Lopez, ça dépend. Voilà, il y a des humoristes. Charline Van Hoeker, des fois, moi, elle me fait pas rire. Des fois, je trouve qu'il y a des vannes qui sont pas mal. Voilà, il y a des choses qui sont relatives. Mais j'avoue que Sophia Aram, aujourd'hui, je trouve, ne fait plus rire. Elle fait des billets politiques, des éditos politiques. Les journalistes sont neutres, mais c'est vrai que les humoristes sont de gauche. En tout cas, les journalistes du service public tendent à la neutralité. Ce que j'ai toujours dit ici, c'est que c'est très difficile d'atteindre une objectivité pure et simple. Pourquoi? Parce que être objectif, ça voudrait dire être froid, être sans relief, ne pas avoir de passif, et en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire, on a tous un vécu, on a tous des origines, on a tous des parents, une manière, un endroit, un contexte où on a grandi, qui fait que notre approche du monde, et là je parle même pas des journalistes, je parle de tout à chacun, fait que notre approche du monde est forcément différente. Et ça, on l'a souvent vu dans le chat, vous êtes tous avec des idées différentes, et c'est génial. Mais du coup, on est jamais les personnes n'est 100% d'accord dans le chat, et moi c'est ce que je veux aussi, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne, et on a le droit de penser comme on veut, tant que c'est dans le cadre de la loi évidemment, hein, pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas de misogynie, pas d'homophobie, tout ça. Mais en fait tout le reste, on a toute notre particularité, notre singularité. Et donc être journaliste, c'est ça. C'est qu'on a tous quand on est journaliste, on a aussi une singularité. C'est-à-dire que vous me prenez moi et vous prenez un autre journaliste média ou un journaliste politique ou un journaliste météo, journaliste météo, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des sciences. Mais même ça, en fait, on a quand même un ADN particulier. Moi, j'ai une histoire, un parcours, j'ai des intérêts, hein, même sur les médias. Il y a des médias qui m'intéressent plus que d'autres. Typiquement, je vous parle très peu de feuilletons de la télévision parce que je suis moins fan des feuilletons. Je suis plus fan de l'information ou des émissions de flux, de divertissement. Ça, c'est des choses qui me plaisent. Pourquoi? Parce que j'ai grandi là-dedans et je vais avoir un attrait là-dedans. Et donc, forcément, mes angles de sujet, ma manière de les aborder va être particulière. Mais pour être le plus neutre possible, il faut que mon approche soit raisonnable. Il faut qu'elle soit juste et honnête, déontologiquement honnête. Et donc c'est pour ça que par exemple, moi, je vous ai toujours dit que un CNews a le droit pour moi d'exister à partir sur sa ligne éditoriale, ses choix éditoriaux, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir de parler que immigration, faits divers et religion, mais il faut que ces sujets soient bien traités. Et ça, c'est pour tous les journalistes. C'est-à-dire bien traités, c'est-à-dire que les informations soient vérifiées avec un contradictoire, avec une rigueur dans cette information-là, et ne pas charger la mule pour charger la mule, et ne pas être dans une, voilà, dans un but politique, mais par contre, on a en fait un ADN particulier. Donc, que les journalistes du service public ne soient pas neutres, non. Par contre, ils doivent s'approcher plus d'une neutralité, d'une objectivité, et ça, tous les journalistes doivent le faire, que ce soit le service public ou ceux des autres chaînes. Et c'est vraiment très important, hein. C'est un truc qu'on appelle une déontologie qui permet aussi d'avoir encore un semblant de confiance entre les citoyens, vous et les journalistes, nous, et quand on voit une carte de presse, se dire, ok, ce gars-là,
Il dit pas n'importe quoi. Et c'est vraiment important. On en reparlera un tout petit peu tout à l'heure avec l'événement. On en parlera, je pense. Là, je vais lire vos messages, mais on en parlera un peu tout à l'heure avec l'événement avec la France Insoumise ce week-end, qui est un vrai signal quand même, une vraie bascule dans cette approche du milieu journalistique, médiatique. Est-ce que c'est stratégique? Voilà, on en parlera tout à l'heure, sans polémiquer sur la politique en tant que telle, mais en tout cas sur l'événement, la bascule pour ce parti qui se dit de gauche et pour la liberté de la presse. Pour Kenza, le terme bien pensant, c'est insupportable. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça veut plus rien dire, bien pensant. Ça veut dire que on pense bien de manière gentille. Bah ouais, c'est quand même pas mal, je sais pas. Que penses-tu du licenciement de Guillaume Meurice pour faute grave? Je le trouve déplacé, Sissia. Je le trouve déplacé. Pandora, tu as du mal avec les humoristes en règle générale. Bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Après, moi j'adore. Moi je suis fan d'humour. Enfin, vous le savez maintenant, j'adore rire. Après, on peut pas faire rire tout le monde, mais Sophia Ram, quoi. Bah, le truc, c'est Sophia Ram, des fois, j'ai du mal à trouver le concept de vanne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils me font pas rire. Je vais vous dire, par exemple, j'ai rien contre lui, c'est pas humain, mais c'est sketch. Par exemple, Patrick Bosso me fait pas rire, mais je vois en quoi il essaie de faire rire. Sophia Ram, je vois pas en quoi il essaie de faire rire. C'est ça qui m'énerve. Enfin, qui m'énerve parce que je me dis, bah, censé être drôle, quoi. On ne rit pas tous des mêmes choses, tout à fait, Quinso. Les Français regardent sous la TNT sur les box en plus. Ouais, oui, bah, il regarde de manière très différente. Difficile d'être drôle quand on cache ses convictions. Ouais, oui et non, je pense qu'on peut. Il y a des choses qui peuvent être marrantes, franchement. Même avec des convictions. Je pense tant qu'on n'est pas là pour faire de la politique, ça peut être. Je trouve ça plutôt drôle. David dans Mousse Mousse parle pendant 95% de l'émission. Ok. Bonjour, où est le chien? Le chien. Je l'ai pas, ourson. Quel chien? Quinso, je vote à gauche, mais j'apprécie Sophia Ram. Cela dit, elle ne fait plus d'humour. Voilà, c'est exactement ce que je disais, Quinso, c'est que Sophia Ram, pour moi, ne fait pas d'humour. Elle est dans une case d'humour, mais elle n'en fait plus. Sophia Ram, faudra vraiment expliquer un jour quand t'as des humoristes talentueux de ouf. Bref, en effet, Kenza. Bref, on va pas faire plus de commentaires, c'était pas le sujet de notre Sophia Aram. Mais on pourrait un jour débattre hein, sur toute son histoire, son parcours, etc. La chance qu'elle a eue. Merci Cicia, merci. L'autre jour, j'ai eu un éléphant, c'était trop marrant. Les Français, ouais, bah, j'ai lu aussi. Je préfère des journalistes qui assument leur orientation que ceux qui font semblant d'être neutres. Peu importe le bord, au moins tu sais où tu vas quand ça s'assume. Ouais, sauf que non, le journaliste, il n'est pas là pour vous dire quoi voter ou quoi penser. C'est là où je pense que il y a un mélange des genres et c'est là où CNews fait un gros mélange des genres pour les tailles. Je t'appelle pour les tailles. Non, les journalistes ne sont pas là pour vous dire ce qu'ils pensent. Ils sont pas là pour vous dire leur orientation. Là, pour le coup, c'est faux. C'est-à-dire que je vous ai expliqué là tout à l'heure, j'ai fait une explication sur pourquoi c'est difficile d'être neutre ou d'être objectif. En revanche, non, un journaliste n'est pas là pour dire il faut voter à droite, il faut voter à gauche, il ne faut pas voter à droite, il ne faut pas voter à gauche. Aucun journaliste n'a le droit de faire ça. Vraiment. Ensuite, que ce soit une direction, un édito, parce que le problème c'est ça, les éditorialistes, eux, ils viennent prendre parti dans un quelque chose à partir d'un développement, mais le journaliste qui fait un suivi d'hommes politiques, qui vient faire une analyse, elle n'a pas le droit de dire ah bah moi je vote Macron et donc du coup je vais suivre Macron pour sa campagne. Bah non, parce qu'en fait tu vas me dire bah mec tu dis que tu votes Macron. Ça veut dire que quel est pour moi, l'intérêt d'écouter un gars qui vote Macron et qui va me rapporter ce que dit Macron. Conflit d'intérêt. Donc non, non, un journaliste ne doit pas dire ses orientations. Et il doit faire son travail le plus juste possible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de journalistes qui se mettent en couple, une ou un journaliste, se mettent en couple avec une ou un politique et on demande à ses conjoints et conjointes de se retirer. Parce qu'en fait, on va perdre la confiance. Et on va se dire, bah attends, ils sont ensemble. Bah ouais, mais du coup, quand ils vont donner une information, est-ce que tu vas les croire ou non? Et là le souci. Et là le problème. Pour Quinso, c'est le Fox News français. Ok, on peut pas être neutre quand tu vois un Pascal Pro qui déroule un plateau de bêtises pour LFIMO. Ok. Gilbert sans son chien. J'ai pas la ref, Ourson. Sophie Aram, elle fait de l'édito plus ou moins humoristique, on va dire. Ouais, ça va être très. Un journaliste, son métier, c'est juste de donner une information, pas de penser en fait. Tout à fait. Exactement. Après,
le journaliste, il donne une information, mais il donne aussi un décryptage, il fait aussi des enquêtes. C'est pas juste un robot. En gros, on a besoin aussi de quelqu'un qui vienne nous apporter du contexte, une analyse. C'est un peu ce que j'essaie de faire aussi ici, en faisant cette revue de presse des médias. Je pourrais juste vous donner les sujets, et on passe à autre chose et on n'a pas de live. Là, j'essaie aussi de apporter une explication de l'information. Et ça, le journaliste aussi, quelque chose que l'IA, par exemple, ne peut pas remplacer. L'IA, elle peut très bien vous donner les 5 infos du jour. En revanche, le journaliste, il va vous donner un décryptage, une analyse, un travail de fond, un travail d'enquête, par son expérience, par ses rencontres, par ses offres, par ses sources, tout ça. Donc tout ça, on peut l'avoir grâce au journaliste. Comment je fais l'éléphant comme ça? Comme on faisait quand on était petit. C'est plutôt le rôle des éditorialistes de leur vie. Tout à fait, ouais, c'est ça, Quinso. Je sais que j'arrive en retard parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, mais Pierre, penses-tu qu'Europe 1 arrêtera de ne parler que d'immigration et deviendra un peu plus neutre? Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est leur ligne éditoriale aujourd'hui, et ça marche bien pour eux. Qu'est-ce que tu penses de l'émission Quotidien? Bah, grosso modo, je trouve que c'est une émission de bonne tenue. Après, il y aura toujours des choses à redire dans le détail, mais je trouve que c'est une émission de bonne tenue, Nathan. Politique, mon cher Politique, on a connu la sensibilité politique de la plupart des journalistes. Bah oui et non. Oui et non. En vrai, il y a énormément de journalistes en France. Énormément, énormément. J'ai plus le nombre. On est 100 000, 600 000, je sais plus. En tout cas, il y a beaucoup de journalistes en France, que ce soit on compte tous les piges, etc. Là, on a Gilles Boulot, par exemple, on ne sait pas ce qu'il vote. Anne-Claire Coudray, on ne sait pas ce qu'il vote. Euh, Laurent Delahousse, on ne sait pas ce qu'il vote. Donc en fait, il y en a plein. En revanche, oui, il y a déjà eu des études qui montrent qu'une majorité de journalistes sont de gauche, en tout cas votent à gauche. Et ça, c'est des stats qui sont sortis, on pourrait les retrouver si ça vous intéresse, mais on en a déjà parlé un peu la dernière fois. Donc il y en a beaucoup qui votent à gauche. En revanche, les médias sont majoritairement de droite. Pourquoi je sépare médias et journalistes? Parce que un média, ça appartient à un milliardaire, ça appartient à un actionnaire. Le journaliste, il ne détient pas son média. En tout cas, la majorité, quand on parle vraiment des médias dans les grandes lignes. Les journalistes ne détiennent pas les médias. Donc, leurs intérêts ne sont pas ceux des intérêts des médias. Ils vivent de manière très différente. Ils font vivre le média, mais le média paye les journalistes. En revanche, ils ne payent pas pour dire vous devez penser comme je pense. En tout cas, c'est ce que sont censés faire les médias. Hein, ils sont censés avoir une forme d'indépendance comme de la presse. Mais en fait, voilà, les idéologies sont différentes. T'as vu Bayrou qui est sur le départ, tu penses que c'est le Cornu qui va le succéder? Alors, je suis pas là pour faire de la politique. Pour le moment, il faut attendre le 8 septembre ce qui va se passer. Est-ce qu'il aura un vote de confiance? A priori, je ne pense pas. Est-ce que Emmanuel Macron va dissoudre ou non? Ça va être encore un autre sujet et ça va être à suivre. Il y avait une information de Challenge qui était sortie il y a quelques mois qui disait que Macron allait dissoudre à l'automne. On y est, c'est fort possible qu'il annonce une dissolution et donc du coup une nouvelle élection en automne. Du coup, on aura eu ce qui avait été annoncé. Maintenant, est-ce que le Cornu? Non, ça c'est. On est beaucoup. Là, on est sur du fantasme. Les plateaux fantasment déjà sur ce qui va se passer, ce qui ne passera pas. Donc, il y a énormément de possibilités. Et là, on est sur la politique. Moi, si j'étais moi, je pense que euh, si Bayrou ne passe pas, plus personne ne passe. Et donc, il y a des grandes chances qu'il y ait une dissolution. N'empêche, Quotidien risque de perdre beaucoup avec le retour de Hanouna sur 9. Eh bien, pas du tout LFI. Pas du tout LFI mot aglo. Pourquoi est-ce que Quotidien ne risque pas de perdre beaucoup de téléspectateurs au retour de Hanouna? Parce qu'à l'époque où Hanouna était présent avec TPMP, eh ben Quotidien, c'est exactement le même score. Ils atteignaient des 2 millions, 2 millions 5 en dernière partie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que Hanouna soit là ou pas là, Quotidien fasse les mêmes audiences. Ça veut tout simplement dire que le public de Quotidien n'est pas du tout le public de Cyril Hanouna sur TPMP. Et ça, on s'en rend bien compte à travers toutes les études qu'il y a pu avoir, d'ailleurs à travers le traitement des sujets dans les deux émissions, on voit bien que le public de Quotidien n'est pas le public de TPMP, et voire n'est même pas le public de C'est à vous. Et souvent, ceux qui gagnent, que ce soit pour C'est à vous ou Quotidien, on les retrouve plutôt sur les chaînes d'information ou les 20 heures de TF1 et France 2. Et pour Hanouna, c'est un public qu'on retrouve surtout dans les téléréalités ou la chaîne CNews. En tout cas, le public de l'époque de TPMP. On verra son public la semaine prochaine, 1er septembre. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur ce live, sur cette chaîne. On sera en react toute l'après-midi et tout le début de soirée.
par rapport à la première d'Hanouna. On évoquera aussi, on va essayer de se mettre une fenêtre, je ne sais pas comment je vais faire ça, avec les débuts de Léa Salamé aux 20h. On pourra peut-être juste se faire le lancement, écouter ce qu'elle va dire. Mais voilà, on se fera une spéciale lundi 1er septembre. On se suit ensemble, on se retrouve ici. Que penses-tu des journalistes devenus politiques? Zemmour, Pulvar, Caron, Guetta. C'est souvent arrivé, hein, Cicia, des journalistes qui deviennent politiques. Souvent, voilà, il y a des journalistes qui voient les politiques travailler, suivent la politique depuis un moment, et souvent, en fait, dans leur tête, quand on suit la politique, il y a des moments où on se dit, bah, moi, j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. Et on se dit, bah, moi j'ai mon analyse, autant le faire. Donc tu franchis ce qu'on appelle franchir le Rubicon, c'est la petite expression qu'on utilise souvent dans le journalisme, c'est quand on se dit, bah, je passe dans un nouveau domaine et je ne peux pas faire marche arrière. Donc Zemmour, Pulvar, Caron, Guetta franchissent le Rubicon. Ce qui est intéressant entre Éric Zemmour et Émeric Caron, c'est que moi, pour pouvoir faire, je fais souvent, vous voyez hein, sur la chaîne TikTok, des vidéos sur des extraits mythiques, cultes, des clashs forts qui racontent quelque chose de la société de l'époque, notamment dont des pas couchés, et que ce soit Eric Zemmour ou Émeric Caron, les deux ont la même ligne depuis toujours. Et je trouve ça, alors, outre, voilà, moi, vous le savez, je ne suis pas du tout d'extrême droite, mon histoire m'en empêche, etc. Mais je reconnais à Eric Zemmour son sérieux et le fait qu'il n'a pas bougé d'un iota depuis 15-20 ans. Et Émeric Caron, depuis 10 ans, Émeric Caron dit exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Son approche, les enjeux et sa sensibilité est identique à son approche politique de celle qu'il avait lorsqu'il était journaliste, c'est-à-dire des sujets qu'il pouvait aborder, des questions qu'il pouvait poser. Voilà, vraiment, on va dire ce que je parlais tout à l'heure ils sont pas. Le côté, c'est très difficile d'être objectif parce qu'en fait, ils ont toujours eu une analyse politique à partir d'angles bien précis. Eh bien, Éric Zemmour comme Émeric Caron, qui sont vraiment à l'opposé de l'échiquier politique, je trouve vont toujours garder leur même ligne directrice et même dans la manière d'éditorialiser l'information. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes signaux à travers leur parti politique. Donc, ce que j'en pense, c'est qu'ils ont le droit. Juste demain, ils ne pourront pas faire marche arrière. Nathan, tu attends de voir si Hanouna va devenir un peu plus neutre sur W9 ou non. Alors, il sera pas neutre, vraiment, mais en tout cas, je vous le dis, hein, j'ai beaucoup de contacts avec des gens qui sont en coulisses autour de l'émission de Cyril Hanouna, et on va avoir un super plateau. Vraiment, le plateau est magnifique. Et je pense qu'on aura vraiment une grosse période sans politique du tout. La politique reviendra avec Cyril Hanouna sur le groupe M6, ça je vous l'annonce, vraiment. Il y aura de la politique avec Hanouna sur le groupe M6, mais peut-être pas dans Tout Beau Tout Neuf. Et Tout Beau Tout Neuf qui a vraiment essayé de revenir sur les médias, le people et le fait divers. C'est un peu ça les trois piliers. Et évidemment le divertissement, le côté, la grosse darka, mais ça c'est l'ADN d'Hanouna. Les gens confondent opinion politique des journalistes et faits. On peut critiquer sans être partial. Tout à fait, IB31. Exactement. On peut critiquer si c'est construit, c'est-à-dire les faits. C'est-à-dire que quand les journalistes de Mediapart posent des questions à François Bayrou sur Betaram, c'est pas une opinion politique, ce sont des faits. Donc ils font une critique de François Bayrou, mais à partir des faits. C'est juste ça. Ok, X-Men qui vient juste pour troller. France Inter, ok, voilà, il y a des gens qui sont mécontents. Alors Quinso, toi tu es team quotidien, parfois c'est à vous. Ok, ok. Politique, on parle pas de la PQR, toutes les stars PPD, Alé Duhamel, Cavada, Amar, Ockrent, Sinclair, Salamé, complètement, bien sûr, Politique, t'as complètement raison, hein, il y en a énormément. Hein. Énormément. Et c'est vrai, on parle pas assez de la PQR, et c'est pour ça que je parle souvent de toute cette équipe, cette famille des journalistes. C'est assez impressionnant. Hein. Et en PQR, il y a d'autres moyens hein, de se retrouver aussi un peu le cul entre les chaises quand tu es journaliste et de mettre la déontologie pour te protéger. Mais quand on est en PQR, c'est-à-dire qu'on habite aussi dans les coins, on a peut-être grandi même dans la région, et les hommes politiques ont peut-être des liens avec notre famille. On a peut-être voilà, une famille qui travaille dans des entreprises de ci, de là. Donc, toujours être en mesure de créer une distance. Mais voilà, c'est toujours très compliqué quand tu es journaliste d'être 100% objectif. Moi, voilà, je suis un enfant d'une ville du 92 que j'adore comme jamais, donc je suis fan et je parle un peu trop d'ailleurs. Euh, et dans cette ville, bah, c'est difficile d'être objectif pour moi parce que je l'aime beaucoup, c'est là que j'ai grandi, c'est pas la plus belle,
mais c'est la mienne, quoi. Et je ne parle pas de Loïc Signor, Laurent Seyim, Yanetta, exactement, hein, politique. Ouais, bah ouais, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Jeff de cette face, tu demandes, tu dis Zemmour est opportuniste, mais il ne le montre pas, donc non. Ok. Pour le coup, pour être anti-Zemmour, c'est une des seules qualités qu'il a, si ce n'est la seule. Pour LFI, Moaglo. Tu parles de d'Éric Caron, du coup? Même Michel Drucker a fait un discret coming out de gauche, sûrement sous Hollande, faut pas déconner. D'accord, je m'en souviens plus. Des news sur l'éventuel décalage du direct pour TBT9, ça n'a toujours pas été décidé. En vrai, je pense que Poulet, ça sera décidé peut-être le jeudi ou vendredi qui arrive là. Parce que c'est des négociations, c'est très compliqué. Euh, et je pense qu'ils ont peur aussi de se dire, on va peut-être devoir couper, on ne sait pas, est-ce qu'il nous ment, est-ce qu'il nous dit pas la vérité. Mais peut-être pour pouvoir créer un lien de confiance, ils vont le mettre au début. Ils vont attendre un dérapage. Donc moi je me dis, ils vont peut-être tester le direct. Perso, j'aime bien ce que propose Bertrand Chameroy chez Van Ok Andreas, super. T'as des informations sur le chroneur tout neuf? Ah ouais, alors j'en ai donné beaucoup, hein, ça fait longtemps, j'ai tout donné. En gros, on va se retrouver avec quasiment tous ceux de TPMP, quelques nouveaux, mais quasiment tous ceux de TPMP. David Cassel-Lopez, ton chouchou pour Marc. Hanouna pourra-t-il avoir une émission sur M6 en plus de 2009 pour la présidentielle? Tout à fait, tout à fait. C'est en préparation, c'est en vraie réflexion. Hanouna devrait refaire face à Baba. Devrait refaire face à Baba. Et c'est une vraie réflexion de la direction. Tu parles de moi, Alioun, parce que si c'est ça, c'est très gentil. En vrai, je pense que Noah va attendre au début avant de parler de politique. Il va faire comme sur TPMP, parler de sujets de société, et ensuite faire de la politique. C'est possible, LFI Moaglo. C'est possible. Je bois et on passe au prochain sujet. C'est fait, oui ou non? En vrai, ça a été annoncé. Elle a été testée. Je pense qu'on la verra dans une ou deux émissions, mais c'est tout. Et niveau chroniqueur de quotidien, ça change. Bah, ça a toujours pas fuité. Donc, je pense que, connaissant le fonctionnement de Bangumi, on va avoir des informations qui vont sortir cette semaine. Yann Barthès ou des gens qui produisent chez Quotidien vont donner une interview dans un canard. Donc, je pense dans la semaine, on aura des informations sur le nouveau chroniqueur. En tout cas, il n'y a pas eu de gros départs qui ont été annoncés. Donc, on devrait retrouver au moins Julien Belvert, Paul. Ah, je les ai déjà oublié leur nom à chaque fois. Ils sont moins connus, Paul, celui qui faisait les reportages. Voilà, on devrait retrouver ce qu'on a l'habitude de retrouver quand même. Petite info média qui est sortie aujourd'hui. Paul Gasnier, merci. Paul Laroturon, on va en parler un peu tout à l'heure. Il va être là. Paul Gasnier, voilà. Vous suivez super bien dans le chat. C'est génial. Pablo Mira, ouais. Pablo Mira est pas parti normalement, hein. A priori, il va être là. On va parler de cette information qui est sortie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Incroyable, hein, incroyable. Les gens ne meurent pas, sont immortels. En tout cas, quand les gens disent on détruit une carrière, salut Thomas, on détruit une carrière, les carrières, elles sont toujours relatives. Hein, c'est pas toujours les mêmes qui se retrouvent en difficulté. En tout cas, Magali Berda a été annoncée, confirmée, une information de Clément Garin qui a été confirmée par le Parisien. Magali Berda sera à partir du 1er septembre sur Sud Radio le soir entre 19h et 20h à la tête d'une émission où elle va interroger un influenceur. Comment elle va faire avec sa tendinite? Exactement, bonne question, hello, bonne question. Donc là, voilà, Magali Berda sera présente sur Sud Radio, elle prendra l'émission qui sera juste après les Chevaliers du Fiel. On va s'accrocher, hein, les transitions ne seront pas forcément faciles. Magali Berda, on rappelle, hein, ancienne papesse de la télé-réalité, qui a été mise en cause par Booba, qui a été mise en cause pour sa manière d'aborder, de laisser passer des dérapages au sein de ses influenceurs, de ses starlets, de ses créateurs de contenu, des placements de produits fallacieux. Voilà, on va dire que Magali Berda a été au cœur de pas mal de choses. Elle a été mise en déroute dans sa propre entreprise. Elle a essayé de se relancer sur les réseaux sociaux en créant des formats sur YouTube avec des personnalités politiques. Et donc, elle débarque sur Sud Radio avec cette émission sur les influenceurs. Bonne ou mauvaise idée, c'est particulier. L'ADN de Sud Radio, moi je pense qu'elle va faire de la politique aussi au fur et à mesure. Enfin, elle va traiter de la politique dans son émission. En tout cas, c'est une émission sur les influenceurs en quotidienne du lundi au jeudi. C'est un choix particulier. Je trouve que c'est bizarre pour Sud Radio. Ouais, alors pour William, c'est pas terrible comme choix. Magali chez Sud Radio, après Bourdin, on souffle. Bourdin qui a quitté Sud Radio, on rappelle, hein. Berda, tu la vires par la porte, elle construit la fenêtre pour revenir, tu dis, pour les tailles. Et pour Super Jamie, avant Sud Radio, quand j'étais jeune, c'était pas du tout.
Comme ça, je l'ai rallumé, tu étais choqué. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est des positionnements, hein, c'est des positionnements. C'est une idée surprenante de Patrick Roget. Peut-être l'idée d'essayer de rapporter des nouveaux auditeurs, hein. On verra, hein, qu'elle arrivera à faire venir. Parce que s'il y a des vraies interviews, c'est quand même particulier. On n'a pas de tranche sur les influenceurs. Aujourd'hui, on a surtout Sam Zira et, comme il s'appelle, Jérém Star, qui sont les gros intervieweurs, hein, d'influenceurs, de créateurs de contenu. Mais eux, ils font ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Magali Berda, elle le fera donc sur Sud Radio. Certainement, ça sera filmé et rediffusé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes. C'est une stratégie, on va dire, qui est pas inintéressante. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va en faire? Quelle légitimité? Quelle image ça donne? Je pense que Sud Radio n'a pas peur d'abîmer son image et se dit que ça va être tout bénef. Maintenant, quel influenceur va accepter de se rendre là-bas? Politique a dit que ouais, tu blaguais sur Mi-Marchand chroniqueuse, on est plus loin. Bah, Mi-Marchand sera toujours autour. Mi-Marchand, d'ailleurs, qui s'occupe de la communication de Cyril Hanouna indirectement, hein. Ils veulent nous faire une mini Hanouna, on dirait. Peut-être. Si Sud Radio, c'est un peu la caricature de RMC pour Marc. Ouais, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. On change de sujet rapidos, rapidos, parce que voilà, Magali Berda, il n'y avait pas mille choses à dire. C'était une petite info. Parce que je voulais pas faire de vidéo dessus, je trouve ça un peu faible, mais je me suis dit dans un live, on pouvait le traiter. Comme ça, vous êtes au courant, vous savez ce que vous pouvez regarder ou écouter, et ne pas écouter, et ne pas regarder. On passe au sujet de ce week-end. Je vais vous l'expliquer, évidemment. Alors, je vois qu'à LFI Moaglo, tu donneras peut-être ton opinion, hein. T'es peut-être pas d'accord avec ce qui se passe. J'avoue que du coup, moi, je fais partie de ces journalistes qui ont aussi une, qui essaient de soutenir quand même euh, notre secteur, le travail journalistique, l'enquête. On va revenir au début du début du début du début du début du début. Il y a quelques mois, deux journalistes, Alice Belaïch et Olivier Perrou, Alice Belaïch qui travaille pour le journal quotidien, pour le quotidien Libération, Olivier Perrou qui travaille pour le journal Le Monde, ont sorti une enquête, un travail de près de 2 ans qui raconte les méthodes et le système du mouvement La France Insoumise. La France Insoumise n'étant pas un parti politique, mais un mouvement politique qui rassemble plusieurs partis politiques. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir une carte au parti, hein, tout le monde peut rejoindre ce mouvement. Et donc, cette enquête raconte voilà, plein de choses sur la France Insoumise. Des anciens militants nous parlent notamment d'un système de secte au sein de la France insoumise. Et donc, à la sortie de ce livre qui s'appelle La Meute, la France insoumise d'ailleurs a noté Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de l'organigramme de la France insoumise avaient refusé de répondre aux questions des journalistes, aux interrogations, à tous les éléments qui sont sortis de l'enquête. Et donc la France insoumise avait vilipendé ces deux journalistes, les accusant vraiment de tous les noms. Et très tôt, Jean-Luc Mélenchon avait, en tout cas les dirigeants de la France insoumise, avaient envoyé un message au Monde et à Libération expliquant qu'ils ne voulaient plus avoir deux journalistes, avoir la journaliste de Libération et le journaliste du Monde. Libération n'avait pas répondu, le Monde avait répondu en leur disant que Le Monde choisit, lui, ses journalistes et qu'aucun parti politique ne choisit les journalistes qu'on lui envoie. Déroule un peu du temps et en cette rentrée, ce week-end de rentrée, ont eu lieu dans la Drôme les universités d'été de la France insoumise. Et il se trouve que le journaliste du Monde, Olivier Perrou, s'est vu refuser son accréditation par la France insoumise pour les raisons de la sortie de l'enquête sur la France insoumise. Bronca auprès des journalistes, bronca auprès plus d'une trentaine de sociétés de journalistes de différents médias, dont certains qui sont accusés d'être d'extrême gauche, qui ne le sont pas, hein, mais qui sont accusés d'être d'extrême gauche, comme Arrêt sur Image, Blast, Mediapart, et plein de médias différents, qui viennent soutenir Olivier Perrou. Libération a expliqué tout le déroulé. Ils ont expliqué qu'ils avaient un correspondant dans le coin qu'ils avaient signé depuis le début. Donc LFI n'a pas recalé le journaliste parce que Libération avait envoyé un autre journaliste. Le Monde avait un photoreporter qui a lui été accrédité et seul Olivier Perrou a été refusé.
Ce qui a créé en fait vraiment ce scandale, ça a été vraiment que pour l'une des premières fois, LFI recale un journaliste parce qu'il fait une enquête sur lui et donc veut créer un système du côté des médias où les médias, en gros, on leur dit tel journaliste je ne veux pas, tel journaliste je ne veux pas, et donc c'est les partis politiques qui choisissent leurs journalistes. Et ça va pas du tout, parce que ça voudrait dire que, déontologiquement, hein, un journaliste qui enquête, parce qu'il fait une enquête, et que ça déplaît à un politique, il ne peut plus travailler sur ce politique. Ben non, c'est pas ça l'indépendance de la presse, c'est pas ça la liberté d'informer, la liberté d'informer que les filles portent, hein, notamment à Gaza, sur le conflit israélo-palestinien, ben ils ne le portent pas en France. Et en fait, ils devraient se dire, peu importe, ils sont pas d'accord avec moi, je leur répondrai, et je leur dirai même, je ne suis pas d'accord avec les propos allégués. Et quand Jean-Luc Mélenchon sur TF1 dit que le journaliste Olivier Perrault refuse ce contradictoire, il se trouve que Jean-Luc Mélenchon a refusé de répondre dans la meute. Et là, en fait, on rappelle, il y a eu un travail journalistique. Ils auraient pu porter plainte pour diffamation. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est dommage pour ce parti, qui est quand même le premier parti de gauche au sein de l'Assemblée nationale, c'est de se retrouver face à la presse, en contradiction avec les médias. Et il se positionne dans une situation identique à celle du Rassemblement national. Eux qui refusent qu'on les compare au Rassemblement national sont identiques. Les seuls partis qui choisissent leurs journalistes, c'est l'extrême droite. Et donc LFI s'aligne sur ce positionnement et ça fait très mal à l'image. Alors peut-être qu'ils ont une stratégie en se disant en étant contre les médias, on va et en sachant que les Français, les citoyens sont opposés aux médias, bah on va récupérer des voix. Je ne sais pas si c'est une stratégie politique, ça serait intéressant de voir leur positionnement. En tout cas, ça crée une nouvelle bascule. On sait qu'à une époque, ils avaient refusé aussi des journalistes de quotidien parce qu'ils n'avaient pas apprécié le traitement de quotidien concernant la perquisition au sein de leur QG dans une histoire d'affaires de parlementaires non déclarés. Bref, tout ça interroge énormément sur le parti de la France insoumise dans leur manière d'aborder le journalisme. Et donc ça, vraiment, c'est dommage d'avoir mis cette pièce-là en début d'entrée et d'avoir du coup isolé euh, le focus sur eux, sur cet événement-là. Et ils auraient dû l'accepter comme tout le reste et de dire, bah oui, il a le droit de faire son travail, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Et ça, ils ont le droit de dire, je n'apprécie pas le travail de tel journaliste, c'est une liberté d'expression. En revanche, l'empêcher de couvrir un événement, bah là, du coup, bah, on arrive un peu à un système très autoritaire où on choisit les journalistes de demain. Et s'ils arrivent au pouvoir, est-ce que bah ils n'accepteront que les journalistes qui sont d'accord avec eux? Voilà, ça crée. Ils se rendent pas compte comment c'est une boîte de Pandore qui est ouverte et qui peut être très effrayante. Donc là, j'ai fait le petit résumé. Je vais regarder vos commentaires en espérant qu'ils ne soient pas trop virulents. On n'est pas là pour faire de la politique, mais de l'analyse sur les médias et éventuellement la stratégie politique des médias, qui peut me dire, voilà, pour vous, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, Mélenchon est un franc-maçon, voilà, ok. Il faut avoir l'application et rejoindre un groupe d'action pour faire partie du mouvement. Ok, LFI, ouais, c'est ça. Mais donc, c'est plutôt LFI mot aglo. Dommage qu'il n'argumente pas pour se défendre plutôt que de blacklister. Exact, je suis assez d'accord, Nathan. C'est moi où le son est moins bon. Ah, bah, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, le point levé. Pour toi, LFI a entièrement raison. Ok, ça c'est votre opinion. Rex et Clark, LFI a raison. Ça a toujours existé, hein. Macron le fait. Alors, non, Macron le fait pas. Il n'y a pas de. En tout cas, à chaque fois, il y a les levées de boucliers qui sont faits. Toutes les rédactions un peu sérieuses auraient dû refuser de couvrir l'événement des exactement politiques. Bah, en tout cas, tu as eu Libération qui s'est retiré après, hein. L'Élysée fait ça avec les médias mainstream, non? Soyez cohérents. Alors, l'Élysée, ils l'ont fait avec Ruchat Today France. Et à l'Assemblée nationale, il y a eu, je sais pas, ils n'avaient pas viré aussi les journalistes de frontières aussi. Mais non, ils ne le font pas avec les médias mainstream. C'était peut-être les médias non mainstream. Le RN empêche les journalistes de quotidien. Tout à fait. Mais après, c'est pas parce qu'un parti le fait déjà que eux, ils ont le droit de le faire aussi. Salut Manu! Bravo d'ailleurs Manu Lassa pour ton interview qui a fait parler au sein de France Télévisions, visiblement. Les différences règnent dans les tribunaux, la profession est réglementée. Tout à fait politique. Bah, c'est le sujet que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, si le l'enquête ne plaît pas, il suffit de faire, bah, de déposer plainte, c'est ce qu'il faut faire.
Le gouvernement choisit aussi journaliste, par exemple, avec C1000. C'est quoi C1000 En ne portant pas plainte, LFI a validé l'ouvrage et son contenu. Il y a un peu de ça. Les journalistes sont tous sous influence à qui appartiennent les médias. Non, là, le point levé, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ça, c'est clairement c'est très complotiste ce que tu dis. Heureusement qu'on n'est pas sous influence de. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des SDJ, il y a des réactions, il y a des grèves, et que typiquement, à ce moment-là, tout journaliste serait de droite, non? Déjà le cas aux USA. Ouais, mais justement, faut pas que ça devienne les USA ici. Vous faites des polémiques pour rien, ils n'ont pas agressé un seul journaliste, pas tout le journal. Mais tout à fait, c'est exactement ce que je dis, c'est exactement ce qu'on dit. Ce que je sais, vous êtes des salariés en journalisme. Mais évidemment, bah, faut bien être payé, Rita. Si Macron, c'est journaliste, et ses médias. Alors, il choisit les médias où il parle en termes d'interview, mais ça comme tout le monde. Ça, on fait des propositions. Souvent, on choisit là où on veut parler. Et en fait, je pense que c'est assez logique. C'est-à-dire, on choisit le média où on veut parler. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, hein. C'est-à-dire que les médias postulent et ils en choisissent un ou un autre. Là, on parle d'une couverture d'un lieu. Ça arrive pas souvent. Alors, attendez, on va regarder. Emmanuel Macron choisit ses journalistes en déplacement. Bah, en effet, c'est arrivé et ça a été dénoncé. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça me fait assez rire. C'est que peu importe le parti, les gars, c'est pas bien. Et que quand t'es de gauche, on attend quand même d'un parti de gauche une défense de la liberté de la presse. Et donc, se dire, oui, mais à droite, ils le font. Mais je pensais que la gauche n'était pas la droite. Je pensais justement, en fait, il est là le grand parallèle. C'est que même si Macron le fait, c'est mal. C'est ça qui est fou. C'est que c'est pas parce que quelqu'un qui est votre adversaire, et d'ailleurs ça a toujours été condamné, même en face, il y a eu des communiqués, et les gens sont montés au créneau. Et bah, même si en face ils sont pas contents, c'est leur problème. Mediapart, par exemple, enquête à la fois sur le RN, sur le parti d'Emmanuel Macron, et sur le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et heureusement, heureusement, écrire un livre d'investigation sur le lobby sioniste en France, demain vous êtes au chômage, tu dis Rita. Bah oui, bah écrivons-le. Mais bien sûr, Rita, écrivons-le. Et non, je pense pas qu'on sera au chômage. Je pense qu'il y a beaucoup plus de médias que vous pensez. Deux journalistes du Monde étaient au... bah, tant mieux, mais en fait, le problème, c'est pas de se dire qu'il y a d'autres journalistes. C'est que demain, si tous les journalistes, c'est-à-dire que vous faites un parti fait n'importe quoi. Et donc, il décide que les seules personnes qui relaient de l'information sont ceux qui sont sympathiques avec eux. Ça pose problème. Ce n'est pas une démocratie. Exactement, H2O. Au bout d'un moment, faut pas prendre la gauche pour des bisounours. Alors, c'est pas des bisounours, mais après, je comprends. Je comprends. Je pense que du coup, Christophe, tu as le droit, c'est ton positionnement. Moi, je défends en effet la presse libre, le journalisme, et donc face à tous les partis. Si tu es militant ou voilà, électeur France Insoumise, peut-être que pour toi, c'est normal. Moi, je trouve ça dangereux pour une démocratie où les politiques, et notamment ceux qui viennent défendre la liberté de la presse dans le monde, et ce qui est important, c'est-à-dire que je suis pour que ces politiques viennent défendre la liberté de la presse à Gaza, par exemple. Je trouve ça essentiel, ce que fait à ce niveau-là. Mais par contre, ça doit être sur tous les plans. Et moi, je trouve que peu importe le journaliste, s'il est opposé ou non, si le journaliste fait un travail journalistique, déontologique dans son approche, eh ben, on ne peut pas l'empêcher de venir à un déplacement. Et en tout cas, le refuser, c'est une vraie problématique.
Mais après, tu as le droit d'avoir ton opinion, hein, évidemment, hein. On parle d'un journaliste, un seul, pas tout un journal ou plusieurs. Ouais, mais ça change. Moi, pour moi, ça change rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un journaliste qui est reconnu par ses pairs, qui a fait un travail journalistique, et parce qu'il a fait un travail journalistique est refusé, bah demain ça peut être un journaliste, demain ça pourrait être deux. Ils l'ont clairement dit que si la journaliste de Libération était venue, elle n'aurait pas été accréditée du tout. Et donc, ça veut dire que le problème, c'est pas à partir du moment où un journaliste va faire une enquête qui déplaît à un homme politique, on va l'empêcher de couvrir un événement. Et il est là, en fait, la problématique. Et donc, que ce soit, c'est exactement ce que je disais en plus d'ailleurs au début. Ce qui est plus surprenant et plus dérangeant, c'est que LFI a fait de la liberté de la presse. Je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours eu une relation particulière avec les médias. Mais je parle vraiment du mouvement, du parti et du programme de la France Insoumise, a toujours fait de la liberté de la presse une liberté fondamentale. Et il est là, en fait, pour ça qu'on en parle. C'est parce que si c'était le RN, on pointerait le RN en disant, mais regardez, mais en fait, c'est la continuité d'une problématique. Mais vous ne pouvez pas, en tout cas, je trouve même, alors c'est une analyse politique, je trouve pas que LFI peut se satisfaire de se dire, bah, on fait comme Macron, on fait comme Marine Le Pen, puisque vous voulez être dans l'opposition, pas du tout dans le même système. Donc c'est assez effrayant pour les gens. C'est un peu, voilà, l'interrogation sur la stratégie politique qu'il y a derrière. Mais après, si la stratégie politique, c'est de miser sur le fait que, et j'en vois dans le chat, des personnes sont en détestation des médias. Il y en a beaucoup, hein, je vois des trucs, on serait tous des vendus, etc., des juifs, voilà, tout ce truc, tout cet imaginaire qui n'est pas le sujet de ce soir. Si cette stratégie-là, c'est de se dire qu'il y a énormément de gens qui détestent les médias, et on va miser sur la détestation des médias en assumant cette ligne-là, bah, c'est une stratégie politique. C'est triste pour ma profession, qui subit énormément, subi financièrement, dirigé par des actionnaires qui imposent des choses, des lignes éditoriales, et qui en plus, tu te retrouves où même les partis qui sont défenseurs d'une liberté de la presse, liberté d'expression, et notamment à l'étranger, bah, ne suivent pas leurs propres principes sur le territoire. C'est plutôt ça qui va être dommage et problématique. Bah, s'il n'a pas fait un travail déontologique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de plainte déposée, Christophe? Tu vois la même chose. Enfin, après, je vais pas. euh, Sauf que ce journaliste a mis en danger des familles, des enfants. Non, non, il n'y a pas eu de famille de députés mise en danger. C'était un travail d'enquête. Moi, je l'ai lu, l'enquête. Si des éléments sont faux, vraiment, il y a des lois en France qui existent déjà, hein, parce qu'à chaque fois, on veut créer des nouvelles lois, on aurait dû créer ci, ça. Porte plainte pour diffamation. Point. Point. Les tribunaux vont juger. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, c'est faux, c'est un torchon, et ne faire aucune action. Et à ce moment, ça veut dire quoi? La justice ne fonctionne pas, on ne peut plus faire confiance à la justice. En fait, c'est simple. C'est beaucoup plus simple de ne pas faire d'action en justice, comme ça, il n'y a pas de réponse, et de conserver son discours. Et ça fonctionne pour tous les partis. Tous les partis. Tous les partis fonctionnent comme ça. Il y a très peu de plaintes pour diffamation. Chaque fois que vous avez un homme politique qui annonce je dépose plainte pour diffamation, il n'y a aucune plainte derrière. On le voit bien, hein. Il n'y a aucune plainte derrière. Du temps de Mitterrand au Chirac, tout journaliste de tous bords a été présent pour les déplacements. Tout à fait. Mais après, c'est aussi une autre époque et la déontologie, l'approche aussi des politiques était aussi très différente. Ouais, mais Christophe, il n'y a jamais eu de contre-enquête de tout ça. Mais c'est très marrant parce que du coup, je vois, vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord à partir du coup d'un argumentaire qui a été fait hors de la réalité. C'est-à-dire que quand il y a une enquête sur vous, vous refusez le contradictoire. Bah, en refusant le contradictoire, malheureusement, vous vous retrouvez piégé parce que vous attendez que l'enquête sorte et toutes les personnes pointées du doigt responsables n'ont pas répondu à cette enquête de la meute. Donc il faut juste enquêter. Il y a une enquête, vous répondez. Vous répondez point par point sur ce qui ne va pas. Et c'est déjà arrivé dans le complément d'enquête qu'il y a pu avoir, pareil, sur la France Insoumise. Ils n'ont pas toujours voulu répondre. Et quand ils ont répondu à côté. Et en fait, c'est ça pour tous les partis politiques. Je le répète, tous les partis politiques. Donc, c'est assez marrant, c'est que du côté des LFI, ils sont très contents quand il y a des enquêtes sur les autres partis, etc. Ils crient au scandale, il faut bouger, etc. Et c'est normal, hein, je suis d'accord avec eux. Mais quand ils sont ciblés, il faut faire pareil.
Et moi, on va dire, il faut, dans ma rigueur journalistique, me défendre derrière des gens, des journalistes qui ont fait un travail sourcé, quoi que vous dites, c'est sourcé, et que si vous voulez pas vérifier ces sources-là, bah eux, ils ont fait leur travail. Donc si vous pensez que leurs sources sont fausses, si vous pensez que leur travail n'est pas déontologique, qu'ils mentent, bah les plaintes pour diffamation existent. Et en fait, c'est très 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 simple. Et en général, tu gagnes très vite, hein. Si ce que tu racontes, tu n'es pas capable de le démontrer, c'est fini. Et donc là, si LFI dépose plainte contre la meute, que la meute perd en diffamation, à la 17e chambre du tribunal, hein, ça existe, hein, vraiment. Là, bah, moi, je serais le premier à dire, bah ouais, ils ont raison, ils ont gagné en diffamation, ils ont pu prouver que ce qui était dit était faux. Donc, on punit les personnes qui ont raconté ces choses-là, et donc là, je vous expliquerai pourquoi. Alors, je ne veux pas, voilà, tous ceux qui me disent aux États-Unis c'est pareil, bah aux États-Unis c'est pas bien, et partout ça existe, c'est pas bien. Je lis hein, ce que vous marquez, mais comme des trucs qui se répètent. Pas d'action non plus de Mélenchon envers Fatima Benomar suite à son interview. Si, si, ils ont permis un contradictoire. En fait, c'est marrant parce que c'est exactement, je suis vraiment désolé, hein, c'est exactement euh, ce qu'on peut retrouver avec d'autres partis, c'est-à-dire que les faits sont malléables. Il y a eu une proposition contradictoire faite par la meute. LFI n'a pas voulu répondre. Et en fait, là, je me répète depuis un moment, donc je lis rapidement. Oh, il y a pas de matraquage, hein, Christophe, ne t'en fais pas. Et je pense qu'on va passer à l'autre message, ce sera plus simple. Et oui, alors je lis un autre message, en effet, et on va terminer là-dessus. LFI se fait traiter d'antisémite du matin au soir depuis 3 ans sans autant porter plainte. Et ouais, mais moi je trouve ça problématique. C'est-à-dire que dans les faits, moi j'ai pas le sentiment, en vrai, j'ai pas de vraies preuves, contrairement à beaucoup de personnes, et je trouve que journalistiquement, je parle de faits, je trouve ça faux de dire LFI est antisémite. Je trouve ça même honteux de le dire. Et que si on estime que LFI est antisémite, ben on pose plainte pour dire que LFI est antisémite. Il y a des lois aussi qui font ça. Et je trouve que LFI devrait aussi poursuivre les gens qui racontent des fausses infos sur eux. Vraiment. Voilà, bah, il y a quelqu'un qui dit dans le chat. Et donc du coup, c'est très marrant parce que c'est exactement, voilà, les opposés. C'est une idéologie qu'on veut mettre à partir d'aucune preuve. Voilà, et c'est ce que je vois dans le chat, c'est génial. Si, c'est ça, voilà, c'est certain n'est pas, je vois dans le chat du coup quelqu'un qui me dit, ça c'est certain n'est pas un argument de fait. C'est certain n'est un argument de rien du tout. Ça peut marcher dans un débat au comptoir, dire bah, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Non, il faut une preuve, un élément factuel. Et c'est ça, hein, des deux côtés. Hein. Vous me retrouverez à la fois du côté des LFI pour critiquer quand c'est justifié, à la fois du côté des LFI pour les défendre quand c'est justifié. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas de parti. Je dis juste que dire qu'un parti est antisémite, faut le justifier. Faut le documenter. Mettre des faits dessus. Parce que les gens peuvent pas prouver qu'on l'est s'ils pensent bah, qu'ils. Ouais, c'est ça. Tout à fait politique, t'as raison. Tu débats le contre. Ils n'aiment pas la contradiction. Salut, pourquoi? Non, non, il y a des, il y a, il y a des faits, hein. Il n'y a pas eu que des témoignages. Les témoignages, ça vient justement. euh, Là, on essaie vraiment de dézinguer un livre que certainement beaucoup de gens n'ont pas lu. Donc, je vous invite, en fait, je vous invite à le lire, à le pointer, et ça serait très intéressant. Andreas, oui, oui, Novo 19, ça arrive le 1er septembre. Alors, je change de sujet, sans transition, puisque voilà, on a parlé, fallait en parler, je l'ai fait de la manière la plus neutre possible, vous avez chacun pu donner votre opinion,
Et vous avez le droit de l'avoir, vous avez le droit de détester les médias et leur manière de faire les choses et de trouver que chaque élément est problématique. Euh, mais voilà, chacun fait son choix. Pareil, pas un mot ni de plainte. C'est vrai, un vrai succès, t'as raison, Politique. On va parler d'un autre sujet, l'équipe de Mohamed Bouafsi sur France 5. Vous avez dû suivre certainement. Mohamed Bouafsi ne sera plus dans C'est à vous du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi, Mohamed Bouafsi sera remplacé par le fils Amar. Alors, j'ai plus son prénom, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Il était avant dans C'est l'Hebdo. Et donc voilà, il a un remplaçant. Sauf que C'est à vous, ça ira jusqu'au samedi. Donc il n'y a plus C'est l'Hebdo. Mais maintenant, on aura C'est à vous le vendredi et le samedi, animé par Mohamed Bouafsi, directeur général adjoint de Troisième œil, qui produit C'est à vous. Donc c'est-à-dire que l'un des patrons va animer une émission. Hein, Mohamed Bouafsi qui a 32-33 ans, hein, quasiment mon âge. Donc on va avoir Mohamed Bouafsi à l'animation, à la présentation à partir du vendredi 5 septembre de C'est à vous sur France 5. Et il aura une équipe complètement renouvelée, vraiment différente de celle qu'on peut voir dans le C'est à vous d'Anne-Elisabeth Lemoine, puisqu'on retrouvera Paul Larouturou, ancien journaliste de Quotidien, ancien journaliste de Bonjour, de LCI et de TF1 sur les réseaux sociaux, TF1 Info. Paul Larochou, qui fait son arrivée à la radio France Info le matin dans la matinale, l'interview politique aux côtés d'Agathe Lambré. Il a débuté d'ailleurs dès ce matin sur France Info et donc il reste au sein du service public puisqu'il sera aussi présent en tant que chroniqueur dans la version week-end de C'est à vous, qui n'est plus C'est l'hebdo n'existe plus, dans la version week-end de C'est à vous, avec un Paul Larouturou qui viendra apporter vraiment son expertise. Donc certainement qu'il fera de la chronique hein, dehors, hein, peut-être aussi avec son micro, ce qu'il a l'habitude de faire. Donc Paul Larouturou sera sur France Info et sur France 5. On retrouvera également Yael Gauze, ancien éditorialiste. Non, je crois qu'il est encore. Il est venu, il est parti au sein de France Inter. On retrouve aussi sur France Info, hein, Canal 16 à présent. Et donc Yael Gauze, pareil, sera présent sur le plateau de C'est à vous, hein, certainement une casquette à la Patrick Cohen, donc le vendredi et le samedi. Pour un visage féminin, on aura Amandine Bégaud qui aura du temps pour elle hein, cette année, elle a quitté la présentation de la matinale de RTL, la cède uniquement à Thomas Soto qui se retrouve solo. Et elle passe à RTL midi. Aux auditeurs ont la parole. Donc ça lui laisse quand même, voilà, ça demande moins de travail. On est moins sur une grosse matinale. Et donc, Amandine Bégaud sera présent le vendredi et le samedi dans C'est à vous sur France 5. Et on compte maintenant sur Églantine Meillet, comédienne, mais aussi animatrice. Qu'on a pu voir dans des jeux sur France 3, mais également sur LCP hein, pour des grands entretiens. Et donc, grosso modo, on a cette équipe de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, qui viendront euh, muscler cette équipe de C'est à vous à la sauce Mohamed Bouafsi. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de cette équipe et ce que vous pensez de Mohamed Bouafsi de manière générale, euh, qui est quand même une ascension assez folle hein, depuis plusieurs années. Bah, Mohamed Bouafsi, on est sur voilà, je trouve une émission. Alors je pense qu'on devrait avoir des humoristes hein, qui devraient quand même débarquer, qui, tu vois, ça fait partie de l'ADN de C'est à vous, d'avoir une touche d'humour, quelque chose de neuf, une chronique un peu différente, hein, mettre un peu de couleur, mettre un peu de relief. Mais on est quand même sur une équipe qui est très politique, que ce soit Paul Laroturou qui fait la politique sur France Info, qui en a fait auparavant, Yael Gauze qui l'est également, Amandine Bégaud qui en a fait aussi dans la matinale, Églantine Meillet peut-être un peu moins, mais qui était aussi sur LCP. Donc on a une équipe très politique, Mohamed Bouafsi qu'on a retrouvé lors de la présidentielle de 2022 sur France 2 aux côtés de Anne-Sophie Lapix et Nathalie Saint-Cric. Donc on a une équipe qui est très politique, certainement très utile pour les semaines à venir, puisqu'on a un risque de dissolution, la disparition, vraiment peut-être la censure pour François Bayrou, mais aussi les municipales qui vont arriver, la présidentielle. Donc une actualité politique hors norme et une équipe du coup politique qui va être très marquée, qui est beaucoup moins culture, parce que C'est à vous aussi une partie culture, et elle est beaucoup moins culture cette équipe. Donc on aura peut-être des nouveaux visages qui vont arriver au fur et à mesure, mais là on a l'équipe qui est sortie, une information que j'ai pu lire dans le Parisien, hein, moi je cite aussi mes sources, voilà, dites-moi ce que vous en pensez un tout petit peu.
Les médias indépendants sont plus objectifs et libres pour Christophe. Ok, très bien. Pour H2O, il a le melon Mohamed. Ok. Là, c'est vraiment la Dream Team de l'émission que je ne regarderai pas. Ah, vous êtes dur. Bientôt directeur à programme de France 5. Boifsi au rythme où il va. Pour Poulet Taille. Pour Arpat, Paul est un vrai macroniste. Ok. H2O, toi, tu rajoutes qui t'insupporte carrément. Pour Pandora, tu trouves que Paul est aussi trop orienté poétiquement. Pour Swad, tu me demandes, auront-ils le droit de parler du génocide en cours? Alors, bonne question. Théoriquement, tout le monde a le droit de parler de ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien. Donc oui, ils pourront en parler. Politique, son compagnon journaliste a aussi fait du training pour les élus RN. Son compagnon, alors tu parles de qui? Ah, j'ai plus suivi Politique. Béni soit le jour où j'ai banni la télévision, ils sont interchangeables, ok. Salut Christophe! Ouais, politique, tu t'es fait un nouveau pote là. Le plus macroniste de l'équipe pour pourquoi c'est Boafsi, et déontologiquement Boafsi, c'est pas ça du tout. C'est pas un conflit, c'est pire que ça. Oui, oui, alors, on n'est pas là pour parler du conflit israélo-palestinien, Swad, mais en effet, on est quand même sur quelque chose mais on parle toujours de conflit, vu que c'est un conflit qui existe depuis pas mal d'années. Quand on disait du foot, c'était le Clément G. Ah ouais, du football. Bon, je vois en tout cas que ça ne vous fait pas spécialement vibrer. En tout cas, voilà, Mohamed Bouafsi aura cette émission, hein, c'est un vrai glow-up hein, pour Mohamed, qui fait vraiment son grand parcours. Et comme d'habitude, j'ai envie de voir sur pièce pour juger. Donc, ah, tu parles du compagnon d'Amandine Bego? Ok, ok, ok. Compagnon d'Amandine Bego. Ah oui, ça me dit quelque chose. T'as raison, ça me dit quelque chose, Poplitic, tu as raison. En tout cas, ouais, moi je vais attendre de voir pour juger. Quel ton il va mettre? Est-ce que les audiences vont suivre? Parce que les audiences du vendredi étaient quand même correctes pour cet avou. Ça a laissé du temps aussi pour Anne-Elisabeth Lemoine, peut-être développer des nouveaux projets pour Anne-Elisabeth Lemoine, puisqu'elle n'aura plus le vendredi à faire. Pascal Humeau, ok, t'as raison, t'as complètement raison. Donc c'est intéressant de voir comment Mohamed Bouafsi va avoir cette casquette vraiment d'animateur d'équipe, de talk, hein. Euh, donc c'est le nouveau projet de France 5. Limite, à ce niveau-là, ils auraient dû coacher jusqu'au dimanche, même si le dimanche, on retrouvera les bonnes vieilles émissions, c'est politique, en société, qu'on adore suivre hein, de manière assidue. On continue, on continue. Le dernier sujet de la soirée. On passe vraiment du Coca Light, hein, mais vous savez, c'est la dernière semaine d'Olivier Mine sur le service public. Samedi, on a pu assister aux adieux d'Olivier Mine à tout le monde a son mot à dire sur France 5, sur France 5, sur France, oula, sur France 2. Oula, je me suis vraiment, vous allez me reprendre, je sais que vous allez me reprendre d'un coup dans le chat, c'était sur France 2. Ouais. Tout le monde a son mot à dire, qu'il a animé depuis 8 ans, aux côtés de Sidonie Bonnec. Et j'ai trouvé ces adieux d'une classe incroyable. Et c'est le moment où on se dit quand même que un Olivier Mine, bah c'est dommage de ne pas l'avoir gardé. C'est quand même dommage. Tu te dis que France 2, quand même, ils avaient un gars qui a un charisme, qui a une manière d'aborder les choses, qui a un, un verbe, une manière c'est pas que ça glisse sur lui, c'est qu'il sait faire de l'antenne. Et je l'ai trouvé vraiment classe, élégant, un discours parfait, très bien écrit, sincère. Alors après, ce jeu, c'est pas le jeu incroyable de l'histoire, de l'année, etc. Hein, tout le monde a son mot à dire. Mais tu sens qu'il avait créé une petite famille, une petite ambiance. Hein, ils avaient déjà dépassé le million à plusieurs reprises. Euh, on sent quand même que c'est une page qui se tourne. Pour pas mal de gens, le remplacement, j'ai vu ça dans le chat parce que j'ai fait une petite vidéo sur les Vimines. Le remplacement par Bruno Guillon, ça a pas mal déçu. Peut-être qu'il y a trop de Bruno Guillon sur France 2 actuellement. Je ne sais pas. En tout cas, tu te dis, mais quelle idée de ne pas avoir retenu Olivier Mine, de ne pas lui proposer plus de choses. C'est vraiment, ils l'ont mis dans un placard en pensant que c'était le vieux pépère, alors que tu te rends compte que il a encore de l'énergie, du dynamisme. Et samedi, je pense qu'on va avoir un record d'audience pour Fort Boyard. Il va nous faire ses adieux.
Les gens sont rentrés des vacances, donc on va avoir pas mal de personnes devant la télévision. Et donc on va avoir Olivier Mine qui va quitter Fort Boyard. Ça va être quelque chose. Il l'a fait, je pense, ça n'a pas été simple pour lui, mais je pense qu'il a vraiment pensé à sa carrière, à ses projets, à ses envies. Et je pense que ce qu'il va faire sur M6, on va en parler juste après, mais parce que je vais dire quand même juste un peu vos messages. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il va faire sur M6, bah, c'est une belle proposition et ça montre que M6 a des choses à lui proposer. Et donc, il va reprendre de la valeur. Et parfois, bah, faut savoir partir au bon moment, prendre le train quand il se présente à soi, ou alors le démarrer soi-même, le train, et être le chauffeur de sa propre vie. Tu vas chialer, Pandora. On va déjà penser à toi. Ça se voit que c'est sincère, ça fout les frissons. Ouais, ouais. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment dommage. Ce qu'a fait France 2, c'est vraiment dommage. Pourquoi indifférence au départ? Ma seule crainte, c'est d'avoir encore plus de Ferro, ok. Par contre, Guillon, un peu trop hilar à mon goût lors des adieux. Ouais, ouais, bah je pense qu'il se rendait pas compte de l'émotion qu'il y aura. Olivier Mine, du coup, sur M6, il va récupérer l'animation du maillon faible. Intéressant de voir ce qu'il va faire. Il aura un grand divertissement qui va s'appeler Qui a le meilleur cerveau ou un truc comme ça, qui va être une sorte de grand quiz pour plein de personnes pour savoir qui a le plus gros QI, quel cerveau a le meilleur QI. Donc ça va être plutôt chouette à suivre. Et il aura une émission qui s'appelle Pandore. Et donc ça, je ne connais pas du tout, qui est inspiré à un format inédit, qui est inspiré de la mythologie grecque. À voir ce que ça donnera. Ça sera assez passionnant à voir comment M6 va lui donner une nouvelle place. Donc Olivier Mine, grand mystère pour la rentrée, mais je pense qu'il aura pas mal de jeux à animer. Mais j'espère aussi, Poplitique, je suis assez d'accord avec toi. Désolé, très happy, désolé, ouais, ce soir, là, je sais, l'épisode 1 là, L'amour est dans le pré, hein, faut alterner. Faut alterner. Mais bon, j'en ferai d'autres. Lundi prochain, je fais une spéciale, d'ailleurs, je rappelle, hein, lundi prochain, on fait une spéciale pour React de la rentrée. Donc, on va commencer au milieu d'après-midi, hein, pour ceux qui sont là en chat. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pouvoir suivre et avoir la notification et connaître quand est-ce qu'il y aura les prochains lives et voir les contenus de l'info. N'hésitez pas à vous abonner dans le chat, ceux qui ne sont pas abonnés, pour qu'on puisse faire aussi le grand live Cyril Hanouna, Léa Salamé, Novo 19 de la semaine prochaine, évidemment. Donc les possibles remplaçants d'Olivier Mine. Donc oui, Cyril Ferraud est un remplaçant. Énormément de gens s'attendent à ce qu'il puisse ce soit Cyril Ferraud. Bruno Guillon, évidemment, il est sur la liste, il est sur la shortlist. On me parlait moi de Laurent Luyat. Laurent Luyat pour donner un côté un peu sportif à l'émission. S'il devait y avoir un côté féminin, il y a eu du coup, il y a la rumeur Laurie Tillman qui est vachement mise en avant par France Télévisions, à qui on a donné rendez-vous en terre inconnue. Mais on a appris aussi récemment que la Miss France, Camille Serre, a postulé pour prendre l'animation de Fort Boyard, donc possiblement Laurie Tillman. Non, Laurie Tillman, Camille Serre. On peut noter également, et je vous propose, je vais lancer un petit sondage d'ailleurs. Et on peut noter aussi que Vincent Lagaffe a été contacté. Je vais vous lancer un petit sondage pour savoir le chat, vous voulez qui remplace Olivier Mine. On a proposé aussi à Vincent Lagaffe de prendre l'animation et Vincent Lagaffe a refusé parce qu'il a un contrat avec eux. Je vais vous proposer un petit sondage. Vous allez voter pour me dire, pour vous, qui vous voulez pour animer Fort Boyard. Si j'arrive à lancer le sondage, je sais que vous aimez les sondages. Vous adorez les sondages. Vous pouvez voter en haut à droite, il y a un petit truc bleu. Mais si j'arrive voilà, à le lancer, alors, je vais mettre ça sur 3 minutes, hein, on va pas trop s'embêter. Qui pour animer Fort Boyard? Alors peut-être qu'il y aura des noms, hein, mais du coup, je vais vous mettre Cyril Ferraud, Bruno Guillon, Laurie Tillman, Willy Rovelli, parce que Willy Rovelli a été annoncé aussi. On va mettre Camille Serre, qui j'ai oublié. J'ai dit qui? Laurent Luyat, qu'on pourrait clairement imaginer. Et il faudrait qu'on tente un coup. Il faudrait qu'on tente un coup. Non, pas Passe-Muraille. Il faudrait qu'on, on mette un nom inattendu.
un nom inattendu, quelqu'un de France Télévisions, un nom est pas un peu. Je vais tenter un gars, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, vu que c'est produit, on va mettre Claude de Colanta. Là, vraiment, faites votre coup. Alors, je vous mets le sondage. Je vous laisse, c'est quoi? Je vous laisse même 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes. Je démarre le sondage. Et comme ça, je vais pouvoir savoir pour qui vous aimeriez qu'on retrouve l'animation de Fort Boyard. Si vous l'avez en sondage, incroyable. Si je l'ai en sondage, j'en fais une vidéo sur TikTok, je récupère le sondage et je dirai si vous avez raison ou pas. Alors, Olivier Mine qui part, qui pour présenter l'Eurovision si la France gagne? Bah, on va retrouver toujours les mêmes, hein, Stéphane Bern. Hein. Stéphane Bern et Laurence Bocchini. Vu que c'est lui qui présentait la version junior en anglais. Non, non, mais je pense qu'on va, pour moi, Stéphane Bern, Boccolini, ou alors moi qui l'ai fait cette année, hein, j'ai fait quand même sur le, et on le refera, hein, Inch'Allah, à part si. Ou alors, je bosse, mais bon, ça dépend où je travaille. Nathalie Simon, hors sujet, mais du coup, Boccolini, plus enfant à la télé, plus mot de passe, elle a plus rien. Mais on lui a promis des émissions, des choses à faire. Donc attention, pensez à mettre, à voter, hein, où je l'ai mis 5 minutes. Toi, tu t'en fous, c'est unique, tu ne regardes pas. Vincent McDoom, mets Nathalie Simon dans le sondage, please. Non, mais ça sera vraiment pas Nathalie Simon politique, je suis vraiment désolé. Enfin, un truc qui est plausible, plausible. Michel Drucker, j'ai lu Laurence Boccolini, mais jamais Laurence Boccolini elle peut le faire. Mimi Mati, ouais. Adil Rami. En fait, Adil Rami, c'est un bon nom, mais Adil Rami, il est trop connoté. Mais une option autre. Non, parce qu'il y aura trop de gens qui vont mettre autre. Aucun perso, j'ai pas vu Former depuis 25 ans, j'étais encore sur Patrice Laffont, paix à son âme. Je vote Claude, Laurent Luya ou Laurent Romeshko pour Samy. On va regarder un peu où est-ce qu'il en est le sondage. On a deux Guillon, deux Tillman, deux Rovelli et deux Claude Colanta. Et Cyril Ferraud, personne. Hein. Personne veut de Cyril Ferraud. Adil Rami sur Twitch, bah Adil Rami, je vais le faire venir, j'ai son numéro, on va l'appeler. On va lui demander. Ce serait incroyable. Mais non, je pense pas à Adil Rami. Surtout que, voilà, il est pas toujours simple à faire tenir, pas toujours simple à avoir avec soi. Donc, euh, donc voilà. Rami, vu qu'il est un peu lié, ouais, en plus ouais, à Romanov, à l'affaire JP, je pense que c'est pas trop le moment. De toute façon, on l'aura pas avant samedi. Samedi, c'est sûr, on l'a pas. Mais il existe un monde, France 2 et ALP, c'est quand même les rois des challenges, où on va apprendre dès samedi soir qui va remplacer Olivier Mine. Ils peuvent avoir déjà créé le truc. Parce que si dès début juin, ils ont contacté Vincent Lagaffe, ils ont peut-être déjà préparé son remplaçant. Si ça fuite pas, bien joué pour eux. Parce qu'ils sont déjà en train de teaser, etc. Donc il y a un monde où le remplaçant est annoncé ce samedi soir. Moi, malheureusement, je pourrais pas le faire en live. Ça aurait été pas mal le React en live. Pourquoi? C'est le mariage de mon frère. Je suis le témoin. Je vais quand même pas abandonner le mariage de mon frère pour me retrouver avec vous. Ou alors, moi, je vous amène avec moi, vous venez avec moi au mariage et on le fait en même temps. Mais voilà, ça va être compliqué. Bouafsi, vu qu'il est partout, lui propose pas, il serait capable d'accepter. Pour moi, Samuel Etienne qui aurait été le meilleur. Ah, pas mal Samuel Etienne. Par contre, il a plus de contrat à France Télé, je pense qu'il aurait du mal. Il fait trop de muscu. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas mal de muscu. T'as raison, Jean-Nat. Vincent Gaff a déjà refusé pour présenter. Ouais, c'est vrai que Samuel Etienne fait un live mariage. Vous allez tous vous retrouver au mariage, vous allez rien comprendre. Mais Claude, c'est plausible, on peut l'appeler aussi. J'ai pas son numéro à Claude. J'ai pas son numéro. J'ai pas le numéro de Nathalie Simon non plus. Tu pourrais faire un effort, j'avoue, je devrais j'annule le mariage de mon frère, j'y vais pas et on fait le live. Imagine si on va présenter Fort Boyard, ce sera la révélation de l'animateur télé. Tu m'imagines, moi, animateur de Fort Boyard? Non. Bon, déjà, je pense qu'il y a des gens qui reviennent souvent dans mes lives, donc je dois être pas mauvais en animation. Je dois avoir un petit talent, un petit truc, un chouïa d'animation. Je vais te refaire qu'un match pour une lune de miel en direct, ça serait vous imaginez, vous êtes en direct, vous notez le mariage de mon frère. Parce que moi, j'ai eu pas mal de mariages cet été, j'aurais dû tous les mettre en live, et vous voulez... Ah ouais, Poplitique. Mais je savais, Poplitique. Un jour, Poplitique, je vais deviner ton identité. Et vraiment, vraiment Poplitique, on ira se boire une pinte. Je te le dis, hein, je te le promets. Tu as trop de numéros, tu as trop de numéros. Teddy Riner, ça serait pas mal. Ah, Teddy Riner, pas mal. Après, Teddy Riner, il a des envies politiques. Et donne une note au mariage de Pierrot. Déjà, tu t'es rappelé qu'il y avait le mariage de Pierrot. Poplitique, j'ai l'impression que je te connais de plus en plus. T'es très bon. T'es très bon, Poplitique. Mariage de Pierrot, j'ai pleuré, donc j'ai pleuré. Mariage de Pierrot, je dirais
Et en plus, c'est mon frérot. Et puis, j'ai fait un sketch. Savoir, j'ai fait un sketch avec des références télé dedans, hein. J'ai imité Finkelkraut de Pascal Pro. Et j'ai imité, comme il s'appelle, Francis Huster. J'ai fait un sketch pour Pierrot hein, à son mariage. Je dirais un bon 18 sur 20. Parce que j'ai adoré. On va commenter les chorégraphies de la soirée de mariage comme celle en vision en live. Exactement. Tu vas commencer par une chronique. D'accord, ok, hello, chaque chose en son temps, ok. Moi, tu as 18 sur 20, tu t'en doutais. Bah ouais, ça, tu t'en doutais. C'était trop beau, c'est trop bien. Taisez-vous! J'avais pensé à faire un taisez-vous, mais je l'ai fait. Il y a 30 000 pigistes en France. 30 000 pistes en France. 46%. Non, il y a 36 000. Il y a 36 000 journalistes en France. 40% sont des pigistes. Et toi, Pierrot, tu restes à Meudon au lieu d'aller à Mediapart et de dire embauchez-moi. Je suis Pierrot. Je suis Pierrot la une. Pascal Pro a déshonoré la profession comme Morandini a déshonoré la profession. Voilà, grosso modo, ce que j'ai pu dire. Pierrot la une, ouais, ouais, il s'est marié. Je cru que tu étais une IA. Ah ouais, Nissi, t'as cru que j'étais une IA? Attends, quand même, j'ai du caractère. J'ai du tempérament. On va aller voir les résultats. Parce que là, j'ai fait une petite animation. Et c'est Willy Rovelli. Willy Rovelli. Eh ben, Willy Rovelli sera le prochain animateur de Fort Boyard. Je suis sûr que votre instinct, votre envie, vous êtes 12 à avoir voté, vous êtes une centaine, donc c'est un petit panel. Mais je pense que ceux qui ont voté, ils ont eu le pif. Willy Rovelli, il est clairement candidat, hein. Il l'a dit, hein. Il a dit qu'il était candidat. Il a dit, je sais pas si je continue, mais j'aimerais bien, si je continue, changer de poste, tester une nouvelle chose. Coucou, Alexia Laroche-Joubert. Je suis là, je suis Willy Rovelli. Donc, il y a un monde où Willy Revelli là, et donc si Willy Revelli est le futur animateur de Fort Boyard, vous avez raison les gars, bravo, hein. En plus, il a préparé ses muscles, oui c'est ça. Jamais de la vie, il n'est pas considéré. Bah après, c'est vrai que Popétique, toi t'as des infos. T'as des infos, tu connais même Tony Grandzonde, donc tout est possible, tout est réalisable aussi, le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Mais, euh, mais ouais, clairement, on peut se retrouver avec une surprise. En fait, si c'est Cyril Ferraud, si c'est Bruno Guillon, si c'est Willy Rovelli, on n'est pas sur une surprise. Si c'est Laurie Tillman, si c'est Camille Serre, si c'est Laurent Luyat, si c'est Claude de Colanta, si c'est Nathalie Simon, ou si c'est Tilly Riner, on peut dire quand même que c'est une surprise, vraiment. Si c'est Francis Huster, voilà les gars, je sais plus quoi vous dire, hein. Salut, je ne supporte plus Cyril Ferraud, trop superficiel pour toi. Ah ouais, bien sûr, je comprends. Bruno Guillon a déjà refusé. Ah bon? Moi, je savais pas, j'ai pas vu. Je suis pas sûr, Samy. Où t'as vu ça? Excuse-moi, vraiment, t'es réel à travers ce live, je confirme, t'es bien réel, j'aime tes contenus. Bah merci Nissi, c'est trop chouette. Et pourquoi pas un homme et une femme? Bah ouais, t'as raison, Pandora. C'est possible. Alors, on m'avait mis un petit cœur, un petit cœur. Je dis, la dernière fois, j'ai eu l'éléphant. Il était... J'y connais rien au truc de don de cœur et de rose. Mais ouais, en vrai, on pourrait très bien avoir un duo, même si, voilà, je pense qu'on va aller vers une personne, mais un duo, faut quelque chose un peu original. Pour la diversité, je sens une femme perso, mais laquelle? Je sais pas. Salut Nadia. Non, Luya restera le Monsieur Sport de France Télé. Ouais, mais comme c'est tourné avant, et Laurent, il fait pas grand-chose pendant ce temps-là. Il pourrait très bien partir en tournage de Fort Boyard, de plusieurs sessions, et revenir. En vrai, c'est un peu mon petit pari, Laurent Luya, j'avoue. C'est mon petit pari. J'aime bien son ton, j'aime bien son côté un peu compétition, sportif. L'été, sur France Télé, c'est le sport. Donc, t'as Laurent Luya, Roland Garros, Laurent Luya, Tour de France, Laurent Luya, Fort Boyard. Je trouve que ça aurait de la gueule, vraiment. Peut-être Gossoin, elle vit par là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Après, Gossoin, elle est dans le groupe M6 maintenant. Revilly et Serre, ça peut être un très bon duo, drôle et dynamique. Bah ouais. Merci Max, c'est super gentil, c'est super sympa, super sympa. Même si les vidéos, alors je pense que c'est vraiment TikTok qui fait ça, en ce moment elles marchent moins bien. Elles marchent moins bien. C'est des tendances, c'est comme ça. J'en peux plus du service des sports de France Télévisions, tu dis pourquoi? Bah, je te répondrai de pourquoi avec ton pseudo, ça c'est bizarre, mais pourquoi ça te chagrine comme ça? Mais parce que t'es proche des 20 000. Ouais, tu dois avoir raison, Hello. Parce que dès que commence à exploser d'un coup, il faudrait que Ardisson se refasse une disparition. Ah, de toute façon, la fois où Michel Drucker il décède, on va foncer, hein. Ils sont mauvais et insupportables. Ok, ok, pourquoi? C'est ton opinion, c'est ton avis, c'est ton avis. Donc voilà, c'était le programme d'aujourd'hui, et on se les 30 ans minimum à chaque fois, c'est sûr. Tu penses que Vespizer s'envisage pour France 2?
Ouais, elle est quand même sur W9. Je la vois mal partir. Serre sur Interville, totalement à l'ouest. Alors sur Fort Boyard, moi. Camille Serre, j'y crois pas du tout. Pour le coup. Je pense que elle a raison de candidater, c'est important. Mais j'y crois très peu. Et Vespizer, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus au sein du groupe M6. Elle était à Fort Boyard, ouais, mais en gros, elle était un peu au. Comment dire? C'était pas un gros poste, c'était un petit contrat, une mission quasiment, hein. Il serait capable de nous sortir Hugo Clément. Tu as raison, politique. On devrait lui demander. On n'a pas marqué gros bolos sur mon téléphone pour Hugo Clément, il y a marqué Hugo Clément. Et pourquoi pas Nagui pour Fort Boyard? Alors, pourquoi pas? Après, Nagui, je pense qu'aujourd'hui, il se préfère en tant que producteur que dans les gros shows comme ça. Qui plus est, Nagui aime bien maintenant être dans les productions qu'il produit lui-même. Ne pas oublier que Fort Boyard est produit par Adventureline Productions, dont la patronne est Alexia Laroche-Joubert, dont Adventureline Productions appartient à Banijé. Donc, on pourrait imaginer, via Banijé, parce qu'il y a la rumeur qui a été lancée. Moi, cette rumeur, j'y crois pas tant que je la vois pas. Mais de Bernard Montiel sur France 2, imaginez Bernard Montiel à Fort Boyard. Imaginez. Qui imagine Bernard Montiel à l'animation de Fort Boyard? Qui imagine? Il a 5% de Benji Nagui, tout à fait. Mais il est petit actionnaire. En gros, Nagui, il aime bien être le producteur qui décide, pas le producteur de la branche à côté, quoi. D'ailleurs, ça s'est vu avec Interville. Montiel en père Fouras, tout le monde, vous avez vu la même balle en même temps, quoi. Les élections de Français n'ont jamais venu voir ce qu'il a dit, j'ai pas tout compris. Ouais, on va espérer, mais tout est possible, hein. En vrai, c'est ça qui va être un peu marrant, c'est qu'il y a un monde où samedi soir, on apprend qui remplace Olivier Mine. Ça, j'en ferai une vidéo, on sera informé, vous inquiétez pas, vous en faites pas, on s'informera, on sera là. Bernard Monteil, faut du sport. On l'apprend où? Bah moi je ferai une vidéo, alors pas pour vous dire sur les adieux d'Olivier Mine de Fort Boyard, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'une fois que Olivier Mine fait ses adieux, soit il l'annonce le soir même, comme ils ont fait à Tout le monde a son mot à dire. Et donc ça serait un super coup, parce qu'ils sauront qu'il y a du monde, et au moins ils se font pas chier avec les rumeurs qui sortent. Donc ils ont préparé une petite séquence qui a bien été cachée. Soit ils l'annonceront dans la foulée parce que ça fera marquer la chose. En tout cas, pour Fort Boyard, on sait que ça va être assez intéressant. Il y aura peut-être un passage de relais samedi soir. Donc ça va être à suivre parce qu'ils savent qu'il y aura du monde. Vraiment. C'est assez important. C'est pour ça que ça va être assez marquant. Et Montiel, c'est Olivier Mine des années 80 en moins costaud. Tout à fait, oui. Et je te dirais en moins bon. Parce que Olivier Mine, quand même, c'est la classe. C'est quelqu'un qui sait faire. Oui, t'as le dernier Fort Boyard samedi, Trésapi. Samedi 21h, dernier numéro de Fort Boyard, animé par Olivier Mine. Et ils ont déjà teasé sur les réseaux sociaux le départ d'Olivier Mine, de France 2, de Fort Boyard. Donc ça, il y aura des choses que vous allez pouvoir trouver. Il y a déjà des infos, il y a déjà du teasing, il y a déjà une scène post-générique. Donc, pour ceux qui veulent voir les adieux pleurer devant leur écran, il y aura du coup ça samedi soir. Peut-être que France 2 va exploser sur samedi soir, vraiment. Parce que les audiences de Fort Boyard, cet été, ont quand même été un peu décevants. Faut dire ce qui est. Ça reste fort sur les cibles jeunes, familiales, etc. Mais par contre, sur l'ensemble du grand public, on est sur des audiences un peu lancinantes, un peu érodées. Ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi peut-être le moment de renouveler, trouver un nouveau format, trouver quelque chose, un animateur punchy, jeune. Là, ils ont le choix. Ils ont le choix. Je pense que c'est une vraie réflexion et ça sera assez intéressant. On rappelle que c'est encore l'été, hein, évidemment. Les rentrées avant le 1er septembre sont ridicules. Pour toi, ok, Popétique. Après, c'est là, on est plus sur la rentrée de l'info, on va dire. Puisque même Hanouna, qui va faire sa rentrée sur Fun Radio, ça sera uniquement lundi prochain. Cette année, les audiences n'étaient pas terribles, exactement. Depuis 2003, pour rappel, il succédait à Jean-Pierre Cassady et Patrice Laffont. Jean-Pierre Cassady, que j'ai revu d'ailleurs dans les Ripoux. Ripoux contre Ripoux, le numéro 2. Je me suis refait la trilogie des Ripoux l'autre jour. Fort Boyard, c'est l'émission que tu mates en replay pour Pandora. Ouais, qui. C'est l'émission, ouais. Je sais pas. C'est l'émission du samedi soir aussi, quand les enfants peuvent rester plus tard. Je suis pour une 6e semaine de congé, qu'en pensaient les filles? Putain, mais tu me fais très rire, politique. En plus, tu l'as énervé tout à l'heure, le Christophe.
Moi, voilà, j'ai oublié de continuer à regarder ADP. Désolé, désolé, très happy, désolé. Bah, de toute façon, là, je pense qu'on arrive bientôt à la fin du live. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains lives. Il y a pas mal d'infos qui tombent en ce moment. On va continuer les lives tant que j'ai pas d'emploi, hein, tant que j'attends toujours une réponse d'un entretien. Donc, ça pourrait être super chouette et je vous en parlerai dès que ça arrive. J'ai le mariage de mon frère qui se prépare, donc je continue à le préparer. On va partir sur le générique de Fort Boyard, évidemment, on était dessus, donc on va partir sur le générique de Fort Boyard. Euh, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon lundi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse tous. Vive l'information, vive les médias et vive le journalisme. Tchuss!